Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du podcast Média Sorare. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Média Sorare, c'est un site d'actualité qui diffuse des articles, des analyses ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour ceux qui désirent se lancer ou s'améliorer dans le jeu. Alors lors du dernier épisode, j'ai pu accueillir Joe, alias Joe Bettman, ex-manager Sorare avec un profil d'investisseur qui nous a expliqué pourquoi il avait quitté le jeu. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Victor, alias Football Champagne, spécialiste SO5 Football. Salut Victor. Salut Mehdi, comment ça va ? Bah écoute, très bien, très bien, je suis content enfin de t'avoir sur le podcast, membre historique de notre groupe Discord So Addict et manager très focalisé sur les performances sur les SO5. Alors chez moi, bon c'est l'après-midi, chez toi par contre c'est très tôt le matin, donc ouais. Tu te trouves au Mexique. Il est 8h, mais je suis content d'être là et de partager un petit moment avec toi et puis ça va être cool. Ouais, j'espère bien, je suis certain même. Est-ce que tu pourrais te présenter pour l'audimat, les auditeurs qui te connaissent pas? Parce que c'est vrai que t'es pas très connu dans le monde, sur les réseaux sociaux, mais par contre t'es un bon manager. Je vais faire rapide. Je m'appelle Victor, j'ai 34 ans. Je suis joueur de poker professionnel dans la vie et je suis d'origine bretonne. Ça fait quelques années que je suis expatrié en dehors de France. J'ai vécu dans plusieurs pays et donc là je me trouve au Mexique comme tu l'as dit. Ça va faire 2 ans que je réside dans ce beau pays. Et puis avant je me suis baladé dans la région, Amérique latine, Amérique centrale, avec des pays comme le Costa Rica, la Colombie, l'Argentine. Et j'aime beaucoup cette région du monde. C'est hyper pratique pour le poker au-delà de ça. Donc voilà pourquoi je suis parti de mon pays d'origine. Ok, donc ça fait 6 ans et donc d'origine bretonne. Mexique depuis 2 ans, t'aimes bien te balader ou bien t'as pas trouvé encore chaussure à ton pied malgré les belles destinations que tu as citées? Non, je pense justement que le Mexique, ça correspond pas mal à la chaussure à mon pied. Il y a vraiment tout ce que je recherche. Et puis la sortie de France, elle était motivée déjà par une curiosité, une envie de découvrir d'autres pays et cette région du monde, comme je disais, elle est assez pratique pour le poker, surtout au niveau des horaires. Parce qu'en Europe, quand on joue des tournois de poker sur Internet, online, on va se faire ça la nuit. Et donc, ça me donnait un rythme de vie assez décalé. Et là, au Mexique, par exemple, j'ai l'occasion de travailler de journée, d'avoir des vraies journées, de commencer à 10h du matin. Donc, c'est ça qui m'a poussé à venir par ici. Et ça a commencé par le Costa Rica. J'avais des amis qui vivaient là-bas. J'avais aussi un coach qui était un sportif professionnel qui me coachait pour le poker au niveau de la performance et du mindset qui m'a poussé à faire le grand saut. Et puis depuis j'ai pas trop regardé en arrière, je suis resté du côté hispanophone de la force. Super. Et donc le Mexique pour toi c'est mieux que le Costa Rica? C'est pas forcément mieux, c'est différent. J'ai un gros coup de cœur pour le Costa Rica, surtout au niveau de la nature, de l'état d'esprit des gens, de ce motto pura vida que Joe aime bien partager, et ça m'a beaucoup plu. Maintenant le souci c'était plus au niveau du boulot. J'avais pas forcément toujours un super internet, c'était plus difficile de trouver des appartements confortables, le coût de la vie est aussi plus cher, donc j'ai fait un petit compromis avec le Mexique qui a quand même cet aspect nature et cet aspect paradis, plage, soleil que je pouvais avoir au Costa Rica un petit peu moins, mais avec cette vie moderne un peu calée sur les States on va dire, avec des bons apparts et un coût de la vie un peu moins cher, et puis la nourriture mexicaine est un petit peu mieux aussi, donc voilà, un peu plus de soirée, c'est une vie un peu entre les deux, entre l'Europe et le Costa Rica on va dire. Ok, pour terminer cette présentation rapide, tu te trouves où exactement au Mexique? Je suis à Playa del Carmen. Ah ouais, donc il y a pire comme endroit quand même. Ouais, c'est sympa, ça vaut le coup. La plage, elle est belle là-bas. Et donc, joueur professionnel depuis combien de temps de poker? Voilà, ça fait un petit moment, ça va faire 10-11 ans que j'ai arrêté mes études pour me lancer dans cette expérience folle. Et puis ouais, j'ai eu la chance du coup de vivre de ma passion depuis une décennie, principalement en tournoi, que ce soit sur Internet mais aussi en live. Donc, je vais par exemple jouer les championnats du monde à Vegas, je rentre en Europe de temps en temps pour jouer les tournois européens. Et puis c'est quelque chose qui m'anime et qui est
vraiment passionnant pour le coup. Et ce qui est intéressant, c'est que ça me permet aussi de travailler sur moi. Je parlais du coaching mental, c'est le développement personnel dans le poker me permet de justement toujours essayer de progresser à tout niveau, que ce soit dans le jeu mais aussi à côté, et puis d'essayer de me rapprocher d'un sportif aussi bien que je puisse en termes de professionnalisme, des choses que je mets en place pour être bon tout simplement. Il y a eu pas mal d'invités passés qui étaient aussi joueurs de poker professionnels et qui faisaient évidemment le parallèle, le mindset aussi, et que ça sert pas mal dans un jeu comme Sora. C'est ton travail full-time ou bien tu as encore une autre activité? Ouais, je fais que ça. Tu fais que ça. Bon, on va attaquer maintenant. Si on considère que Sora n'est pas une activité professionnelle, puisqu'elle est pas très lucrative, mais c'est vrai que Sora... Ou elle est plus trop lucrative. Écoute, on aura le temps de développer là-dessus. Écoute, on va commencer par le début. Sora, comment est-ce que tu as connu ce jeu? Alors, ça va faire à peu près 2 ans que je joue, je dirais, et je l'ai connu via Joe Bettman, qui jouait depuis plus longtemps que moi, que j'avais rencontré au Costa Rica, qui m'avait parlé de cette plateforme. Et puis j'avais aussi quelques amis qui sont joueurs de poker qui y jouaient. Et comme tu dis, il y a beaucoup de joueurs de poker qui jouent à Sora. Il y a pas mal de parallèles. Le joueur de poker va avoir tendance à prendre des risques, va avoir envie d'analyser les choses, un bon mindset. Et donc il y a pas mal de choses qui plaisent aux joueurs de poker. Et donc ses amis m'en ont parlé et j'étais le profil idéal parce que je suis un gros amateur de football. J'ai beaucoup joué à Football Manager et pendant longtemps j'étais assez chaud sur Fantasy Premier League, qui est le jeu de fantasy gratuit le plus populaire, on va dire. Et puis il manquait cet aspect argent et ownership et aussi le fait de jouer toutes les ligues à FPL. Et donc Sora c'était parfait pour ça. Et donc ils m'ont filé le virus, si on peut dire ça comme ça. Ouais, je vois sur SD, donc tu t'es inscrit le 15 juin 2021 et si j'ai bonne mémoire, Joe s'était inscrit quand il y a eu la super hype, je crois que c'était fin février, début mars 2021. Donc t'as suivi 3 mois après, quoi. Donc c'est quand même quelque chose comme ça. Assez rapide. Et tes passions pour terminer cette brève présentation, comme ça après on attaque le fond du sujet. Alors je suis passionné de football et de fantasy football, on va dire. Je suis aussi passionné de poker, je l'ai mentionné, c'est mon métier, mais j'ai la chance de toujours aimer ça et que ça m'anime au quotidien. Et au-delà de ça, je suis très passionné de musique. J'ai été DJ à Paris pendant quelques années avant de partir d'Europe. J'organisais des soirées, donc j'étais à la tête d'un collectif d'amis et j'étais très animé par l'envie de faire danser les gens, de les mettre dans des bonnes conditions et de leur faire écouter et découvrir de la bonne musique électronique, de la house jusqu'à la disco. Et super. Donc j'étais très très friand de tout ça et je me suis bien amusé. Maintenant c'est un peu plus mis de côté au Mexique, je mixe pas, mais j'écoute toujours tous les jours de la musique. Bon set, c'est super important pour moi. Ouais, absolument. J'allais te demander le style de musique électro. Ma sœur est DJ aussi et c'est le style de musique qu'elle passe également. Donc, cool. Donc ça, voilà, c'est de la musique à mes oreilles. Football, t'as une équipe préférée en France ou ailleurs? Non, pas tant que ça. Je suis pas un vrai supporter pour ainsi dire, parce que je suis né en Bretagne. On va dire que le club le plus proche de chez moi, ça va être Guingamp, Stade Rennais, sinon à 1 heure. Mais quand j'étais petit, j'étais pour Nantes, donc comme quoi ça s'explique pas forcément. J'étais au lycée à Rennes et c'est les ennemis jurés, donc pas dire que je sois un vrai supporter dans le sens où tu supportes ta ville d'origine, etc. J'ai plus des coups de cœur éphémères pour des styles de jeu, des périodes ou un style de jeu léché. Du coup, le football champagne, c'est mon nom de manager et je pense que c'est ça qui m'attire dans le foot. C'est vraiment un foot panache, un foot dynamique. Amateur de beau foot, quoi. Absolument. Bon, maintenant on va aller dans le vif du sujet par rapport à ton aventure Sora. Alors, tu t'es inscrit donc, comme je l'ai dit, le 15 juin 2021. Comment est-ce que tu as abordé le jeu dans un premier temps? Bien, je l'ai abordé un peu à tâtons, j'ai envie de dire, parce que quand tu découvres que tu passes d'un jeu gratuit comme Fantasy Premier League à un jeu digital avec des JPEG à plusieurs milliers d'euros, ça fait tout drôle. Donc je pense que j'y suis allé relativement tranquillement. Forcément, j'ai pas cliqué sur Mbappé rare dès le début. Donc j'ai commencé à regarder les rapports qualité-prix, les différentes cartes, les différentes ligues qui étaient présentes. Et je me suis orienté vers la MLS
pour commencer, parce que j'aimais bien ce rapport qualité-prix. Je trouvais que les cartes avaient des scorings intéressants pour le prix qu'elles avaient. Et puis, du coup, j'ai découvert le jeu comme ça. Je connaissais rien à la MLS, je connaissais pas un club, pas un joueur, ni Carles Gil, ni Carlos Vela. J'étais vraiment clueless. Et donc, j'ai tout appris en partant de rien finalement. Et puis, j'ai dû mettre quelques milliers d'euros au début. Ça a été relativement mesuré. Je devais avoir une vingtaine de cartes pour faire environ 3 équipes. Et donc j'y suis allé mollo, on va dire. Et ça me permettait de jouer la All-Star palier qui était présente à l'époque. Donc j'ai essayé de gratter. C'était quoi? C'était déjà 50 euros? Non, c'était de l'Ether. C'était 0,01 et 0,02 pour le deuxième palier. À l'époque, il y avait 2 paliers. Palier 1, palier 2. Valait plus cher à ce moment-là. Ouais. Et puis du coup, j'ai joué la America et la U23 parce que ça me tenait à cœur d'essayer de trouver des petits jeunes performants avec du potentiel un peu calés sur mon expérience Football Manager où tu cherches toujours les Wonder Kids. Et donc voilà, j'ai fait comme ça quelques mois en MLS avec ma petite galerie. J'ai découvert le jeu et puis rencontré d'autres managers, essayer de comprendre comment ça marchait, comment être bon. Un peu comme au poker, tu commences vraiment très nul et sans info, et puis au fur et à mesure tu essaies de progresser. C'est bien, tu avais une approche déjà mesurée, tu dis ok, je vais mettre quelques milliers d'euros, mais je suis prêt à mettre plus au fur et à mesure où je m'améliore et je comprends un peu tous les tenants et aboutissants du jeu. Bon, avec le recul, mon meilleur move, ça aurait peut-être été de garder cette stratégie mesurée et de garder mes 15 cartes MLS. J'aurais été pas si mal. Ouais, mais bon, c'est un contexte assez particulier, on aura le temps d'en discuter lors de cet épisode. J'avais oublié de présenter ta galerie. Bon, aujourd'hui, tu as une galerie, bon, c'est évidemment, c'est un moment T, donc tu as une galerie qui vaut 23 Ethers, plus ou moins 35 000 $. Tu as 7 cartes limitées, 35 cartes rares et 7 cartes super rares. Dedans, tu as des très très belles cartes. On pourra en discuter tout à l'heure. Donc, tu as gagné 93 rewards, une première place, et tu as un beau pourcentage quand même de reward winning line-up. Donc, le pourcentage de line-up qui te rapporte un reward légèrement supérieur à 23%, ce qui est quand même pas mal du tout. Donc, ta stratégie, au tout début, tu l'as expliqué. Et puis, à quel moment elle a commencé à bouger, où tu t'es dit, je vais peut-être changer de stratégie, ou je vais mettre un peu plus d'invest dans le jeu? Ouais, alors ma stratégie, elle a quasiment perpétuellement évolué sur ces 2 ans. Donc, j'ai fait beaucoup d'allées et venues dans les différentes divisions, dans ma stratégie globale, dans comment je pouvais être compétitif, comment je pouvais aller chercher un max de reward. Et donc, après ces premiers mois en MLS, je vais avoir des résultats décents, mais rien d'incroyable. Je commençais à connaître de plus en plus de bons managers, de commencer à avoir un peu plus de connaissances. Et puis surtout, j'ai vite fait accrocher avec le jeu, que je trouvais excellent. Ce potentiel de vibrer sur les matchs, je trouvais ça vraiment hors du commun, encore plus qu'à Fantasy Premier League, bien mieux que de faire des paris sportifs, etc. C'est vraiment fascinant. Et donc, j'étais prêt à passer le pas pour investir plus qu'au début. Et puis, j'avais envie de me tourner vers les championnats européens, qui sont forcément ceux que j'ai le plus envie de regarder. Et donc, vers le mois de décembre, je crois, 2021, donc il y a 1 an et demi environ, j'ai investi de façon un peu plus importante pour pouvoir jouer la Chal, la Champ, la U23 avec des joueurs européens. Et donc, de pouvoir me tourner sur des matchs qui m'intéressent plus, des profils aussi un petit peu blue chip, comme on avait parlé, c'est-à-dire des joueurs des valeurs assurance tout risque, des valeurs sûres qui vont moins perdre, etc. et qui au contraire peuvent prendre en valeur. Et donc j'ai fait mes premiers pas sur des cartes de Benfica, des cartes de Russie, des cartes de l'Ajax, puis aussi de la Champ Europe, un petit peu au pic, parce que du coup les prix en décembre, janvier, février, ils sont assez hauts. Ouais, février, c'était le pic du pic. Ouais, donc j'avais acheté des GOAT vraiment très chers. Par exemple, Tony Kroos, je l'avais acheté 3.3 Ethers. Ça faisait environ 8 ou 9 000 euros à l'époque. Et donc j'avais des exemples comme ça assez chers, mais disons que j'étais prêt à prendre les meilleurs joueurs pour justement aller chercher des rewards, et j'avais pas trop peur de prendre ce risque, c'est parce que je pensais que ça pouvait payer.
Et donc voilà l'évolution du coup après la MLS, on va dire la deuxième étape, se tourner vers les championnats européens et puis augmenter la taille de la galerie et potentiellement le nombre de rewards dans le futur. Tu as une idée de l'invest, du montant total que tu as mis sur le jeu depuis le début? Ouais, j'ai mis 80 000 euros au total. Ça va faire environ 30 Ethers, je crois, en moyenne. J'ai DCA, quoi, j'ai mis à plusieurs moments. Mais ouais, j'ai mis du coup une bonne partie de mes économies, on va dire. Ouais. Et t'as sorti déjà? Non, mais là je suis en train de vendre pas mal et j'ai prévu de sortir à peu près 50% de la galerie. Du coup là j'ai 23 Ethers sur Sora Data, mais j'ai pas mal de balance. Et donc le plan c'est de potentiellement se désexposer un petit peu. Ok. On ira dans le détail à tout à l'heure. Bon, tes objectifs donc actuels, donc tu avais dit quelles étaient en fait la conclusion que tu peux tirer un peu de ton aventure justement dans tout ce qui est Chal, Champion, etc. Est-ce que tu étais satisfait? Parce que bon, quand tu dis que tu avais pris Kroos à 3 Ethers, 3.3 Ethers, mais à l'époque il était aussi, enfin je crois qu'il était aussi fort que Kimmich. Hein. Je me rappelle, il y a un moment où même Kroos était légèrement devant Kimmich, donc il faisait des scores assez hallucinants. Est-ce que tu étais satisfait je vais dire entre guillemets du ROI par rapport à tes achats? Ouais, non, tu fais bien de me demander. Je pense que au fur et à mesure de l'aventure, j'ai fait pas mal d'erreurs et c'est l'occasion d'apprendre en jouant aussi et c'est normal, je pense, de se faire son propre process. Et donc, au travers de cette deuxième étape Europe, je pense que justement mes résultats étaient vraiment pas bons, notamment en champ rare, j'avais des très mauvais résultats alors que j'avais des super cartes, j'avais Courtois, j'avais Kroos, Benzema, des mecs du Bayern, enfin, des mecs vraiment performants et je crois que j'ai jamais mieux accroché qu'une T2 ou peut-être une maigre T1, donc le ROI était vraiment catastrophique. En Chal ça allait un peu mieux et en All-Star en U23 aussi, mais disons que globalement j'ai dû abandonner le projet de jouer en champ parce que justement ce ROI était vraiment trop catastrophique, malgré le plaisir de regarder les plus grosses équipes, parce qu'on va pas se leurrer, hein, entre un match de milieu de tableau du Portugal et un match Real-Barça par exemple, c'est pas la même vibration et c'est pas le même rapport affectif. Maintenant, je devais me rendre à l'évidence que la division était quand même très dure. J'avais pas Messi, j'avais pas Mbappé, j'avais pas les tout meilleurs, j'avais peut-être les juste en dessous, quoi. Et donc, j'ai fait encore un énième revirement où, en tout cas, je me suis adapté. Et ça, c'était il y a quelques mois, on va dire l'été dernier, où j'ai abandonné la Champ. J'avais aussi une Champ Rare Pro. Et donc, du coup, c'était la première fois que j'ai acheté des super rares. Et c'était l'occasion de jouer ces divisions Rare Pro, comme la All-Star Rare Pro, qui est ma division préférée maintenant, la Chal Pro, et donc j'en jouais 2 ou 3 comme ça. Et ça, je pense que ça a été vraiment ma meilleure idée d'acheter des super rares et de pouvoir être compétitif dans ces divisions, parce que je trouve que le ROI est vraiment meilleur. Et donc ça, c'était l'occasion d'apprendre, et j'ai eu la chance d'avoir des bons conseils d'autres managers qui m'ont incité à faire ça. Et donc ça va faire 6-7 mois, je pense, que je peux faire ça, et que je m'estime du coup vraiment plus compétitif, que ça se ressent au niveau de mes rewards et que je me sens un peu meilleur en termes de SO5. Ok. À l'époque, en Champion, quand tu ne performais pas, bon, t'avais quand même Kroos, donc comme tu l'as dit, ok, t'avais pas Messi et Mbappé. Moi, je les avais pas non plus à l'époque, mais je trouvais que j'avais un pool j'avais Kimmich par contre, mais j'avais un pool qui me permettait de régulièrement performer malgré que j'avais pas la double tête de GOAT, même la triple avec, si on rajoutait Neymar. De ton côté, qu'est-ce que tu penses, quelles étaient là où les pièces manquantes dans ton pool Champion? En termes de joueurs, je saurais pas dire, évidemment, il y a toujours les élites T0 que tu as citées, comme celle du PSG, et puis il y en a d'autres, forcément, j'avais pas Kimmich, j'avais pas, je sais pas qui y avait à l'époque qui cassait vraiment tout, mais disons que j'avais un pool vraiment pas mal. Donc c'est possible que j'ai manqué de réussite parce que déjà le sample est assez faible, on parle de peut-être 20 game week ou quelque chose comme ça, donc déjà la part de variance est assez énorme. Il suffit qu'il y en ait un qui se plante à ce moment-là pour que ça le fasse pas, ou enfin il faut quand même que les étoiles s'alignent pour aller chercher une T0 ou une T en champ, donc peut-être un manque de réussite, mais oui, j'imagine qu'il me manquait soit de la profondeur, soit des top T0 et un mix de tout ça. Et puis j'étais aussi à mes débuts dans le scouting et dans le fait d'étudier les fixtures, d'étudier la rotation, de se mettre dans la tête de l'entraîneur, tout ça, j'étais pas aussi bon que maintenant, donc un mélange de tout ça, un peu de variance, un peu de skill, et puis
puis un portefeuille un relativement limité par rapport au whale, quoi. J'avais pas non plus les cartes les plus chères, au-delà de Cross, on va dire. Ok. Alors tes objectifs là actuels, tu as dit essayer de performer, continuer en AS Pro un maximum. Quels sont les moves justement que tu as fait pour essayer d'être le plus compétitif possible? Alors ça va être déjà l'obtention de bonnes super rares. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir Tadic, Otamendi. Très récemment Tadic, il y a quelques jours. Très là, récemment. Je me suis dit qu'il fallait qu'on ait un petit peu de contenu, donc j'ai fait un des plus gros achats récents. T'as cassé la tirelire. J'ai complètement cassé la tirelire. Je pense que j'ai jamais eu 4 Ethers de balance, et donc là j'en ai profité. C'était un move un petit peu prévu parce que ça faisait longtemps que je cherchais une bonne T0 SR pour accompagner Otamendi qui me donne pleinement satisfaction, et donc vraiment pouvoir aller chercher des podiums et des bonnes cartes régulièrement grâce à ces deux papis. Et donc ouais, la strat c'est en partie de se désexposer, donc de vendre pas mal de rares, d'avoir moins de profondeur. Je vais garder environ une quinzaine de rares et peut-être 4 SR dans l'objectif de jouer 2 voire 3 line-up quand tout le monde est fit, n'a pas de suspension et que les matchs se concordent bien. Donc de me focaliser sur les deux divisions qui m'ont le plus réussi par le passé, dans lesquelles je me sens bien, dans lesquelles il y a de l'éther à gagner pour le top 100 en rare et le top 30 en rare pro. Donc je les trouve vraiment intéressantes, et donc l'idée c'est en partie de sortir, mais tout de même de garder une belle compétitivité dans ces deux line-up. C'est pour ça que j'ai un peu craqué sur ce Tadic, parce que j'estime qu'il va vraiment changer mon ROI et ma compétitivité par rapport aux autres line-up, parce qu'il doit y avoir 20 cartes de Je pense qu'il y a moyen. Et oui, j'espère. Donc voilà, c'était un gros risque et un gros gamble, mais je me suis dit que ça pourrait faire un bon sujet d'actualité pour discuter avec toi. Tout à fait. Donc là, aujourd'hui, les 35 cartes rares et 7 cartes super rares. Tu l'avais dit juste avant aussi que tu avais pas mal de cartes en vente. Donc ton objectif, c'est de garder combien d'SR et combien de rares? Ouais, une quinzaine de rares et 4 SR. Ça me permet d'avoir un petit peu de profondeur, de jouer les match-up. Alors ça va être une grosse base Ajax-Benfica, qui sont mes deux clubs Sorare, on va dire, depuis un petit moment où je loupe aucun match, et j'ai la chance que les cartes tournent bien et que les matchs soient sympas à regarder. Donc ça va être la grosse base. Et puis après, majoritairement des joueurs de Chal, très peu de joueurs de Champ, parce que pas trop de raison de payer un premium, très peu du 23 aussi. Je pense que je vais garder que Virman en E23, et donc voilà, environ une vingtaine de cartes. Ça me permet d'avoir un petit peu moins de temps à allouer au jeu, dans le sens où il faut toujours faire de la veille sur chacun de ces joueurs, que ce soit sur les transferts, les blessures. Ça me demandait vraiment beaucoup de temps, donc un petit peu moins de temps à passer pour ça. Et puis pareil, pour faire les line-up, j'ai plus 50 pièces dans mon puzzle, mais plutôt une quinzaine, donc ça va être plus simple à jouer, on va dire. Ouais, tu devras batailler avec le stack Zénith qui revient, et puis dans une absolument. Moindre mesure le Celtic. C'est sûr que ces deux teams sont vraiment très fortes. Après, le Zénith, on a la chance qu'ils aient une bonne pause pendant l'hiver, donc t'as pu te gaver. T'as pu te gaver entre temps. Moi comme tu le sais, j'avais quitté. J'avais dit que j'allais revenir, et j'ai mis un peu plus que ce que j'avais prévu, parce que finalement j'aime bien le jeu, et puis surtout j'ai envie d'avoir une nouvelle approche où justement je prends pas de joueurs à plus de 1 Ether pour voir un peu ce que ça va donner. Donc c'est un peu le contre-pied. Avant j'avais des blue chips, parce que je me suis dit tant qu'à faire, autant avoir les gros joueurs, parce que ça va pouvoir performer à chaque game week, et j'aime bien performer. Et d'un autre côté, je me dis, en cas de baisse du marché, ça sera les joueurs qui maintiendront le mieux leur value. Là-dessus, je me suis un peu raté. Et pourquoi je te dis ça? Parce que moi j'ai évité justement d'aller en challenger. En tout cas, je participe pas à la catégorie challenger, parce que il y a trop de compétition, il y a trop de ligues, il y a trop de clubs, et il y a trop de gros joueurs. Donc là pour le coup, j'ai fait un peu comme toi, j'ai pris des bons petits joueurs, mais ça n'a rien à voir avec les Tadic et les Verman, mais des joueurs comme comme Borini, des gars quand même qui performent quand même pas mal, mais qui coûtent 3 voire 4 fois moins cher, et pour les mettre en All-Star. Mais la challenger, moi je la touche plus. C'est sauf avec le reste, quoi. Tu vois, quand on demandait les managers qui
terminait à l'époque beaucoup par la All-Star, bah là, s'il me reste quelque chose, je vais la mettre en challenger, mais ça sera vraiment la dernière team que je vais aligner, quoi. Et du coup, je suis curieux sur cette strat, du coup, parce que t'as complètement changé par rapport à la toute première. C'est quoi l'idée derrière le fait d'avoir plutôt des bonnes values, des rapports qualité-prix plus intéressants et des joueurs du coup, c'est ça. Où c'est moins risqué, t'es moins exposé s'il y a un mauvais transfert, s'il y a une baisse de forme, des choses comme ça. Ouais, des blessures, des choses comme ça. Et puis je me dis aussi qu'avec des joueurs un peu sous-marins, par contre, tu vois, je m'étais jamais lancé dans les deuxièmes divisions, jamais. Là, j'en ai quand même quelques-unes. J'ai jamais été non plus en Asie, enfin si, mais pendant une très courte période, mais depuis plus d'1 an et demi, j'avais aucun joueur américain, aucun joueur asien. Là, j'en ai quelques-uns parce que ça performe pas mal et parce que je passe un peu de temps à regarder les match-up aussi. Ça sera ton sujet de prédilection, donc on pourra bien échanger là-dessus. Mais d'avoir des joueurs qui scorent pas mal, mais qui coûtent surtout beaucoup moins cher. Et puis je me dis, voilà, ça c'est mon mindset aujourd'hui. Je préfère avoir 3 joueurs qui scorent bien, pas super bien, mais qui score vraiment bien, pour le prix d'un gros GOAT. Parce que un gros GOAT, il aura de temps en temps des match-up un peu compliqués, tandis qu'avec 3 joueurs qui scorent bien, forcément, il y en aura au moins un qui aura un match-up très intéressant, et je me dis, je vais essayer ça. Et puis en même temps, comme tu l'as suggéré, comme tu l'as dit, c'est essayer de réduire les coûts, réduire les risques en cas de transfert, en cas de blessure, etc. Et d'avoir un peu plus de dynamisme aussi et de liquidité dans ma galerie, ce qui était peu le cas auparavant. Ouais. Non, je pense que c'est une bonne stratégie, c'est intéressant. C'est sûr que au niveau des risques, ils sont moindres. Après, en termes de ROI, je suis assez curieux, tu vois, moi aussi. Si tu prends une galerie de la on va voir ça dans les prochains mois. Mais exactement. C'est bien, tu suis ma toute première strat, du coup, d'avoir des joueurs de MLS pour la value et bon, tu regardes moins les matchs, etc. et c'est des championnats plus exotiques. Mais pourquoi pas, c'est sûr qu'il y a des bons rapports qualité-prix, surtout dans les deuxièmes divisions, j'en avais vu quelques-uns. Et donc, c'est pas des noms qui font rêver, mais s'ils font des 90, on n'est pas contre. Et voilà, ce que je voulais te dire au niveau des différentes choses que tu as dit, c'est sûr que la chal, elle est très dure. Tu parlais des stacks Zenith et compagnie, c'est des cartes très embêtantes. Donc moi, ce qui est marrant, c'est que je vais jouer la chal, je vais jouer la All-Star, principalement avec des joueurs de chal. Donc je vais faire un peu comme toi. Ça fait longtemps que j'ai pris le contre-pied de justement lutter contre ces teams paliers à l'ancienne en mettant ma meilleure team en All-Star et justement en profitant du fait qu'il y avait pas mal d'équipes un peu mortes, d'équipes qui pouvaient pas vraiment prétendre à des podiums. C'était avec des joueurs qui faisaient 50 de moyenne ou 45, qui étaient réguliers pour des paliers, c'était bien. Mais donc du coup, je trouvais qu'il y avait vraiment la place. Et aujourd'hui, elle va devenir plus compétitive parce que le TH va attirer beaucoup de top managers à faire de même. Et donc, ça va être la bagarre. Mais je pense qu'il y a encore la place, étonnamment. Ouais, écoute, moi j'ai pris le gardien du Zénith parce que c'était le seul gars qui était pas cher. Même si c'est jusqu'à la fin de la saison, le Kerzakov, là, il était un peu plus de 0.3, mais je me dis, lui par contre, je vais prendre pour mes AS. Et voilà, et toi, tu prends Tadic, moi j'ai pris Quintero SR. Voilà, il est encore un peu plus vieux, mais il score vraiment pas mal en Colombie, et puis surtout, il coûtait 4 à 5 fois moins cher, donc voilà. On va voir ce que ça a donné, je vais l'aligner pour la première fois, pas cette Game Week-ci, mais la Game Week d'après, et puis j'ai pris Luis Rioja aussi. Quoi? C'est qui lui? Luis Rioja, c'est l'attaquant de Deportivo Alaves et qui score vraiment bien aussi. Gros scoring, donc j'ai pris sa SR hier et lui ça va être aussi dans mon pool AS Pro. Écoute, on verra bien. Si je vois que c'est la misère, écoute, j'aviserai. En tout cas, ton accent espagnol est impeccable. Je crois que t'es prêt pour venir au Mexique. Ouais, ou au Costa Rica, ou au Panama. Voilà. Non, ça va, je me débrouille. Les destinations sont bonnes. Ça va, entiendo un poquito de espagnol, si. Muy bien, amigo. Et du coup, je reviens vite fait sur le sujet des vieux, parce que je sais que t'as fait un pool semi-retraité ou old but gold, genre vieux mais toujours très bon. Ouais. Qu'est-ce que tu penses justement des risques liés à des profils comme ça qui n'ont pas forcément des contrats au-delà de 2024? Je pense à même Benzema qui doit être 2023, même si on n'est pas trop inquiet sur le fait qu'il refasse une saison de plus. Comment tu vois les choses par rapport à l'exit point surtout? Parce que là, du coup, moi j'ai Otamendi qui a 34 ans,
points, Tadic qui en a 35 bientôt. Comment est-ce que tu vois les choses pour comment sortir sans mourir avec, tu vois? Moi, je veux pas mourir avec un Tadic SR. SR, voilà. Ouais, c'est moi dans ma réflexion, c'était ok, je vais prendre des papilles. Déjà à la base, des papilles, ça coûte beaucoup moins cher que des autres joueurs. Bon, l'exception, c'est probablement Tadic parce que c'est un des meilleurs scoreurs du jeu, ou même un Messi aussi qui est un des meilleurs scoreurs du jeu. Messi, pareil. Voilà, c'est vrai qu'il y a un risque. Donc je me suis dit, je vais acheter quand j'ai refait mon pool champion, écoute, j'ai pris Benzema, j'ai pris Lewandowski, j'ai pris Dybala, il est pas si vieux que ça, mais avec toutes les blessures qu'il a, on pourrait le considérer comme un vieux aussi. Donc ce sont des gars, des gros scoreurs, mais qui coûtent beaucoup moins cher que des joueurs qui sont plus jeunes. Et je me dis, si jamais il doit se blesser ou il y a retraite, ok, ça sera une perte sèche, mais elle sera pas si conséquente que ça. Voilà, c'est comme ça que je réfléchis et j'espère que d'ici là, ils auront rapporté, ils auront bien fait fonctionner le ROI avant de quitter les terrains de foot, quoi. Ok, ouais, je vois les choses un peu comme ça. Bon, au-delà du fait que j'ai mis un petit peu plus sur mes SR parce que elles sont forcément plus chères, mais c'est un peu la stratégie relativement court terme. En fait, tu te rends compte avec le recul, je sais pas pour toi, mais que 6 mois à Sorare, c'est vraiment très long, que ça fait vraiment beaucoup de game week. Et moi, j'adore anticiper les choses. Par exemple, quand t'es U23, tu cherches des mecs qui sont 2024, 2025, tu penses toujours au futur, mais tu te rends compte que le court terme, il prime vraiment et que tu peux rentabiliser et gagner un nombre de rewards assez conséquent. Bon, Tadic, c'est un gros pari parce que du coup, faut gagner vraiment beaucoup de rewards pour le rentabiliser, mais il y a aussi le fait que tu as le droit de le vendre aussi dans 6 mois, dans 8 mois et qu'il a encore un contrat, qu'il peut encore reprolonger. Ce qui est bien, c'est que je trouve que les joueurs vont de plus en plus vieux. Tu vois des Messi, des Giroud qui ont 35, 36, 37, peut-être avec l'avancée de la médecine et le fait qu'ils prennent plus soin de leur corps, qu'ils soient mieux accompagnés. J'ai l'impression que ça va de plus en plus vieux, donc ça c'est plutôt rassurant. Après, il y a toujours un risque et c'est sûr que t'as pas envie de te retrouver avec ta carte dans les bras qui vaut plus rien juste pour la collection, parce que pour l'instant, la collection c'est pas encore hyper développé sur la plateforme, on va dire. Loin de là, je dirais. Ça s'éloigne un peu. Justement, ça fait une super transition par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure, que tu es en train d'alléger donc la galerie de 50%, c'est bien ça que tu avais dit. Alors, ouais, à peu près. On avait échangé un tout petit peu en privé lors de l'annonce de Sorare, comme quoi il donnait des Ethers pour les 100 premières places en AS rare et les 30 premières en AS Pro. T'étais très enthousiaste, c'était il y a pas si longtemps que ça. Là maintenant tu dis que tu as quand même envie d'alléger de 50%, ouais. Explique-nous pourquoi. Je pense que déjà mon rapport au jeu il a toujours été passionnel, j'ai toujours adoré, mais je l'ai quand même vu comme un investissement depuis le début, donc je me suis jamais caché que le but c'était de faire un petit coefficient, un petit ratio positif que je n'ai jamais fait puisque j'ai pas été très longtemps en profit, contrairement à toi. J'ai plutôt lutté contre le fait d'être down pendant longtemps, et puis j'ai voulu voir des motifs d'espoir dans pas mal de moments. Je pense que la Coupe du Monde c'en était un, l'arrivée de la Première Ligue c'en était un autre. Ensuite, il y a eu différentes updates de Sorare qui, je sais plus, la différence de scoring des latéraux me plaisait bien. Là, il y a eu les ETH rajoutés en All-Star. Et donc, je pense que chacun de ces événements me donnait de l'espoir et me donnait envie d'y croire à nouveau. Et puis, malheureusement, les résultats, que ce soit sur le prix des cartes ou le ressenti de la communauté ou les craintes sur l'avenir n'ont pas été effacées. Je pense que l'ajout de l'ETH c'était vraiment une bonne chose. La raison pour laquelle je l'ai vu de façon très positive, c'est que déjà le marché était très illiquide. Je voyais quand je gagnais des rewards que j'avais beaucoup de mal à recevoir des offres en Ether. Je voyais que les gens avaient vraiment très peu d'Ether globalement, que ça proposait que des trades, et donc je me suis dit que ça allait un petit peu rebooster ces portefeuilles finalement qui permettent au marché de se redynamiser. Et puis aussi ça donne une sécurité parce qu'au final si tu gagnes que des cartes et qu'il y a pas cette métrique de l'Ether, tu te retrouves dans un circuit un peu fermé où les cartes potentiellement valent de moins en moins et t'as rien pour les sécuriser. Et donc cet Ether, je trouve qu'il était vraiment très positif pour plein de raisons. Aussi, il change le ROI de la carte puisque, je sais pas, tu prends un GOAT en Chal, un Bakachetas à 0,5 et qui te permet d'aller chercher 0,12, 0,18, 0,25, je sais plus combien c'est les premières places en rare pro, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et bien au final, ça joue sur la rentabilité de ta carte et ça assure le fait que les prix ne descendent pas beaucoup plus bas finalement. Donc tout ça, je l'ai
je l'ai accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis, je pensais que le marché allait reprendre. Alors, pas sur les prix du pic précédemment, mais en tout cas, quelque chose de positif. Et puis, j'ai vu que ça avait fait un petit coup d'épée dans l'eau, que les joueurs que j'avais en vente ne partaient pas forcément mieux. Alors, forcément, ça met du temps avant de se mettre en place. Mais du coup, je suis un petit peu revenu sur tous ces motifs d'espoir de différents événements. Et je pense que quand je vois la réalité en face, ça correspond à ton message qui a motivé ta sortie. Pareil pour Joe, on va pas refaire le même podcast, mais il y a beaucoup de choses à améliorer dans la gestion de la plateforme. On aura peut-être l'occasion de le traiter plus en profondeur après. Je sais pas si tu veux qu'on le fasse maintenant, mais j'ai pas mal de choses à dire sur les choses qui vont pas et qui font que j'ai perdu un petit peu confiance et je veux pas sortir totalement parce que j'ai encore envie d'y croire, mais j'ai quand même des raisons de vouloir me désexposer financièrement. Je suis pas millionnaire et donc c'est des grosses sommes et voilà, je pense pas que ça va aller à zéro, mais je préfère assurer mes arrières, on va dire. Ouais, vas-y, continue. Sur les par rapport à la plateforme, ouais, tout à fait. Il y a eu, sur Twitter, on lit plein de choses. Après, ça fait vraiment beaucoup bouger, beaucoup réagir. J'ai fait un tweet il y a pas si longtemps par rapport à ça, où ça discute beaucoup, où ça critique beaucoup, et c'est assez spécifique à la communauté française, parce que t'as des gros managers qui ont quitté en Allemagne, anglophone, etc. Et puis finalement, les gens ils disent écoute, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu, il y en a certains, je veux dire, certains qui disent mais voilà, les prix chutent, c'est parce qu'il y a des gars qui partent, mais en fait c'est la question inverse qu'il faudrait se poser. C'est ok, mais pourquoi clairement ces gens-là qui sont là depuis un certain temps quittent? Alors il y en a certains qui disent mais ils quittent parce que la rentabilité n'est pas la même. Oui, mais la rentabilité n'est pas la même, et plus y avoir de rentabilité et au contraire avoir un effet inverse, c'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est pour l'intro, mais maintenant je te laisse la parole. Bon, déjà il faut savoir que mes compatriotes adorent se plaindre. C'est assez connu que le français est ronchon, il aime bien protester, il a ce côté snob où ce n'est jamais assez bien, etc. Je veux pas faire de clichés, mais disons que on va quand même retrouver ça dans le français moyen. Et donc après, je vois aussi des gens de beaucoup de pays voir les choses en face et de voir qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Alors certes, on est encore très early dans le projet, dans le Web3. Il faut pas leur jeter la pierre. Moi, j'aime pas critiquer pour critiquer. Je vais essayer plutôt d'apporter des aspects constructifs, parce qu'en réalité, c'est un projet qu'on adore et on souhaite qu'une chose, c'est de le voir réussir, même au-delà de notre portefeuille. Moi, je pense que ça mérite vraiment de devenir le numéro 1 de l'entertainment sportif, parce que le produit est excellent. Des fans de foot, il y en a des milliards potentiellement sur la planète, donc il y a vraiment un potentiel exceptionnel, et ce serait dommage que ce potentiel ne se transforme pas en ce qu'on souhaite tous, dont Nicolas, dont tous les gens qui travaillent pour Sora. Donc voilà, maintenant, plutôt au niveau du constructif, on parle du ROI et de la rentabilité, notamment des plus gros portefeuilles. Toi, tu avais une super grosse galerie, Joe aussi, et il y a aussi des gens encore plus hauts qui grincent des dents. Il y a You Never Walk Alone en ce moment qui fait pas mal de remous, qui vend tout son basket, tout sa MLB, et j'ai peur qu'il fasse pareil avec le foot. Donc vous n'êtes pas les seuls, et ça se comprend plutôt bien, puisque aujourd'hui le potentiel de rentabilité via la direction qu'a pris le jeu, plutôt pour parler aux petites galeries, aux petits joueurs, on va dire, via l'onboarding, via les divisions gratuites avec les commons, via les limited, etc. Ça se tourne plus là-dessus, et donc il y a un souci de rétention sur les whales, les baleines et les plus gros portefeuilles qui eux ne sont pas satisfaits, puisque la rentabilité elle est liée aussi au reward, au prix des cartes actuelles, et quand on voit les rewards qui sont proposés en D2, en compétition super rare et plus, ça fait un peu de la peine. Donc je comprends que ces managers-là potentiellement aient des soucis avec ça. Et donc concrètement, je pense qu'il y a des choses à mettre en place pour plus satisfaire les whales. Les whales, elles sont vraiment cruciales, je pense, sur toute l'économie du jeu, parce que c'est elles qui achètent le plus d'enchères, c'est elles qui vendent les rewards et qui font vraiment tourner le jeu. Sans elles, on est vraiment mort. Donc je pense que c'est très important d'un côté de
de réussir à onboard et de faire en sorte qu'on soit de plus en plus de managers, mais aussi de garder ces profils existants depuis longtemps qui font vivre le jeu. Et pour les satisfaire, eh bien, il y a plusieurs solutions. Ce qui est bien, c'est que Sorare a des leviers, pourrait potentiellement augmenter le prix des paliers SR. Je trouve ça assez curieux que le palier en rare ce soit à $50 et celui en SR soit uniquement 2 fois supérieur. Ouais. Alors que quand tu vois les ratios des ventes, des achats, c'est plutôt 3, 4, 5x. 4, ouais, tout à fait. Ouais, je trouve que les SR ont bien tenu. On va dire qu'avant c'était plutôt 2,5, 3. Maintenant ça monte un peu parce que justement la scarcité est plus faible et donc l'offre et la demande est un peu différente. Donc les paliers, ce serait une solution. Je sais pas si Sorare a la possibilité de les augmenter, mais du coup il y a David Boga Junior qui a partagé sur la dernière Game Week la répartition de tout le TH qui était alloué par Sorare, et je crois qu'il y a 80-90% qui vient de la cap 240 rare, si je me trompe pas. Ça doit être, je sais pas, genre $250 millions sur 350 total. Donc j'ai l'impression qu'il y a la place, puisque pour l'instant en SR il y a très peu de distribués. Et puis au-delà de ça, potentiellement améliorer les rewards en D2 avec peut-être plus de T0 SR, plus de T1. Alors je me doute qu'on peut pas envoyer des Mbappé SR à tout le monde, parce que sinon ça poserait d'autres problèmes. Mais je sais pas, j'ai des amis qui ont des très grosses galeries qui gagnent des D2, ce qui est quand même pas facile à faire, et qui se retrouvent avec des cartes et j'ai l'impression qu'ils sont toujours dégoûtés. Donc c'est un problème. On a les mêmes échos, des gars qui gagnent des D2 et qui se retrouvent avec des cartes à 0.5, 0.6, même pas un Ether. T'imagines, c'est c'est vraiment catastrophique. C'est pas normal. Non, là de ce côté-là, je te suis parfaitement. $100. Ouais, c'est faible, et en unique aussi. Alors t'as pas mal de managers qui des gros qui font des propositions que si Sorare veut aujourd'hui réattirer des gros portefeuilles des whales, à voir aussi si c'est leur objectif, mais je pense que ça serait quand même quelque chose d'important pour la viabilité du jeu sur le moyen et long terme. Il faudrait donner un peu plus que $100 et un peu plus que, c'était quoi, c'est $200 en unique, 250 je crois. Ouais, enfin ça reste c'est faible. Pas assez, non. Ça reste faible. C'est pas assez, surtout quand tu vois tout ce qui est distribué à des gens qui ont des teams cap 240 vraiment pas chers, qui apportent peu finalement à l'économie globale, même s'ils sont très importants et qu'il en faut, et que je souhaite qu'un jour on soit 100 000 à jouer la cap 240. Je ne souhaite que ça, mais ouais, moi disons que je suis pas vraiment une vraie whale. J'ai jamais eu plus de 30-40 Ethers de galerie, donc je suis quand même dans un petit pourcentage finalement par rapport à la médiane, mais pas autant que les gens qui ont plein de SR, plein de uniques. Moi j'ai jamais joué au-delà de la D3, et en réalité même ces profils-là, ils ont intérêt aujourd'hui à jouer la D3 et à se fight contre moi, et ça enlève cet aspect progressif qui est inventé, qui potentiellement devrait me donner envie d'aller vers les uniques un jour, et là j'en ai aucune envie. C'est impossible que j'y mette les pieds. Donc ça marche à tous les niveaux, de limited à rare jusqu'à de SR à unique. Donc je pense et j'espère qu'il y a des choses qui vont être faites pour justement mettre bien les plus gros paliers et ceux qui le méritent le plus, les plus grosses galeries, pardon. Donc essayer de... voilà, ça c'est un des éléments. T'en as d'autres? J'allais dire qu'il faudrait essayer de désengorger ces divisions pro. Ouais, où là, et pourtant ça fait longtemps qu'ils doivent le faire, qu'ils ont dit ok, on va trouver des solutions, et là vraiment ça fait quoi? Ça fait plus d'un an et demi qu'on parle, que la commu parle dans toutes les langues pour expliquer, mais essayer de les rendre plus attractifs, ces fameuses divisions 2, et malheureusement c'est toujours le même point. On est toujours au même point, c'est les grosses cartes, les Kimmich SR et les bazars, les Mbappé SR et tout, on les retrouve toujours en D3 et quasiment pas en D2, sauf pour les managers qui ont la chance d'en avoir deux. Là, ils peuvent se le permettre, mais sinon, c'est tout en D3, donc c'est effectivement très très compliqué. Ouais. Bon, ce qui est bien pour nous, c'est qu'ils vont souvent être en champ D3, donc on va pas forcément jouer contre eux en All-Star, mais oui, c'est pas normal qu'ils soient pas en D2, qu'ils n'aient pas un ROI correct en D2 ou même en unique, je pense, quand tu pouvais mettre une SR, je sais pas si c'est toujours le cas. Oui. Donc ça, pour moi c'est un des points majeurs, parce que voilà, on a vanté l'importance des whales et du fait de déjà
potentiellement avoir une rétention sur ces profils-là, parce que quand ils partent, on le voit, rien que quand toi, Joe, Vose et quelques autres profils se fightaient pour les floors, ça a eu un impact. Donc c'est sûr que s'il y en a d'autres qui suivent, et je parle même pas d'un Roxy et compagnie qui décident de le faire, là c'est cataclysmique, donc il faut vraiment potentiellement les garder, qu'ils aient aussi un effet de bouche à oreille positif, qu'ils incitent leurs amis, leur famille, qui veut à rejoindre le jeu parce que il est vibrant, il est génial et potentiellement il est viable financièrement. Ça, ce serait le meilleur marketing qui soit. De voir des courbes monter, ça peut créer du FOMO et donner envie à des gens de rentrer plutôt qu'un environnement relativement morose avec beaucoup de négativité, des courbes qui descendent, des faits qui sont plutôt inquiétants. Donc ça, c'est tout ce qu'on souhaite. Après, sur les autres points, chacun a différentes idées. Je vois au niveau des décisions qu'il y a des choses qui sont souvent en réaction, on va dire, plutôt des réactions aux problèmes plutôt que des anticipations. Alors, je sais pas si c'est un manque de vision ou si c'est des choses qui n'ont pas été totalement anticipées, qui n'ont pas été bien pensées, mais parfois t'as vraiment des choses surprenantes, quoi. Donc dans les événements récents un peu décevants, t'as les prize pools à l'arrivée de la Russie qui reprend, de la MLS et de l'Asie qui ne changent pas, alors que t'as 20-30% des cartes supplémentaires dans des divisions couvertes qui arrivent, et puis en fait ils te disent que les prize pools ça fait 3 ou 4 t'es trop généreux. Alors dans quelle vie tu mets un prize pool trop généreux pendant quelques game week et tu préviens personne? C'est un cadeau que tu fais à tes clients, tout le monde doit être... Je suis tout à fait d'accord. Donc ça, c'était surprenant. Après, c'est des détails, c'est des petits trucs, mais parfois c'est vraiment à tomber sur la tête, que ce soit les bannières faites sur Midjourney, c'est ça l'application d'IA? Parce que tu connais. Je sais pas, mais je te crois. Je m'y connais pas du tout là-dedans. Ça a été bâclé concrètement, c'est un truc qui est... Tu parles des nouveaux nouveaux banners dans le shop. Ouais, dans le shop, voilà. Là, j'ai vu les sortes de boucliers là, France et UK. Voilà. Et ça, elles ont été pompées sur un truc que tu peux retrouver dans des données publiques sur une IA qui fait du design qui s'appelle Midjourney. Et typiquement, moi je m'y connais pas si bien, mais j'imagine que en quelques minutes, je peux me retrouver à avoir exactement les mêmes bannières, alors que c'est pas si compliqué d'avoir un graphic designer. Je vois des mecs sur Twitter qui postent des cartes magnifiques, un mec comme Sven, il me semble, sur Twitter, qui fait des magnifiques cartes. Et donc là, c'est même au-delà du shop, c'est potentiellement des designs de cartes, c'est des animations de reward. Enfin, je pense qu'il y a vraiment mieux à faire. Le shop, on a des coins, on ne sait pas encore vraiment ce qu'on peut acheter, à combien. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? T'as les updates de dernière minute pour le scoring. Tu te retrouves avec des latéraux du jour au lendemain qui prennent plus 10 de L40 alors que tu viens de faire tout ton mercato, qu'on est à quelques jours de la reprise. Les qualifications de l'Euro qui sont pas couvertes et maintenant apparemment elles sont couvertes. Voilà, bon, tant mieux, mais tant mieux. On sait pas pourquoi à quelques semaines on est passé de pas couvert à couvert. Donc voilà, il y a eu plusieurs éléments comme ça où malheureusement ça relève un peu de l'amateurisme et je vais pas penser que je suis un dieu. J'ai jamais eu un autre boulot que le poker, donc c'est facile à dire pour moi, mais de l'extérieur, quand tu joues au jeu et que tu as envie que ça réussisse, tu te demandes quoi c'est pas mieux fait. Donc, tu te demandes à quoi il joue en fait. Ouais, c'est ça. Et puis c'est nous les joueurs, aussi, mais c'est vous qui jouez. Ils jouent avec nous. Mais franchement, ça en devient drôle. C'est presque un troll, quoi. Parfois, t'as des trucs. Enfin, récemment, j'ai vu, il y a une carte où ils ont utilisé la même photo que l'année dernière. Ils ont fait un copier-coller, un montage avec le maillot. Je sais pas si t'as vu ça passer, un mec du PSV. Non. C'était fort. Mais voilà, je vais pas faire mon français et à cracher dans la soupe, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. Et puis, ça revient à quand tu dis, c'est nous les joueurs, à s'entourer, je pense, soi-disant, ils étaient censés recruter les meilleurs dans toute catégorie. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est des mecs comme Zuro, des mecs comme Tekoma, qui ont une vraie expérience de manager, qui peut comprendre les tenants et les aboutissants du joueur, que ce soit sur l'interface utilisateur, sur comment tu poses tes line-up, sur le design de toutes les choses, les rewards, le SO5, la répartition des prize pools, toutes ces choses auxquelles les managers font vraiment attention et à qui ça tient à cœur, et de vraiment pouvoir justement satisfaire pleinement tes clients grâce à cette compréhension du jeu intrinsèque. Ouais. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ont attendu, et qui ont fait preuve d'énormément de patience, et puis qu'à un moment qui se sont dit ouais c'est bon. Et je parle de vraiment des grosses baleines. Hein. Moi j'étais un baby shark. Joe, lui, c'était une baleine. Puis il y avait d'autres grosses baleines aussi qui ont quitté pour cette raison-là. On en a marre d'attendre, qui délivrent. Et je peux comprendre. Voilà, je peux comprendre parce que
parce que j'ai eu exactement la même réflexion. Je dis non, là c'est ok, et puis on reviendra avec une somme où on est vraiment tout à fait à l'aise avec, et puis on espère s'amuser, et que cette sauce là qui doit prendre depuis une bonne année, depuis qu'ils ont explosé, qu'ils sont passés de 10-15 employés à 150, c'est vrai que x10, sur pas mal de podcasts, je prenais la défense parce que voilà, étant aussi chef d'entreprise, pas mal de rôles de manager, de cadre, gérer des équipes, etc. Pour que la sauce prenne, etc. Quand tu te démultiplies de cette manière en très peu de temps, c'est difficile. Mais là, je me suis dit, après un an, quand même, là, il faut quand même au moins s'améliorer dans l'un ou l'autre aspect. Et pour le coup, je suis pas français, mais bon, voilà, c'est être critique aussi. C'est être critique aussi, c'est de se dire, ok, il y a quand même des choses qui vont s'améliorer de part et d'autre. Alors le gameplay, on peut en parler. Je trouve qu'il y a une amélioration là-dessus pour onboarder un maximum, etc. Mais ça se limite, je vais dire au D5, limited, rare et rare pro, mais à partir de plus haut, ça stagne toujours autant, et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'OL quittent, parce qu'ils se disent ouais, mais bon, ok, on gagne des cartes, déjà que c'est pas on a une galerie bien valorisée avec des cartes SR ou uniques qui valent cher, et puis quand on termine à une très belle place en SR, on peut gagner une carte qui vaut finalement moins que certaines cartes qu'on gagne en rare, en D4 ou en D3. Donc forcément, ils ont dit ouais, ça a pas de sens, surtout qu'en Ether, c'est assez misérable ce qu'on peut gagner en D2, donc finalement, il y a rien d'étonnant. Finalement, c'est assez logique que ça se passe de cette manière. Je sais pas ce que tu en penses. Je comprends déjà ta position de vouloir les défendre. Il y a toujours cet aspect que c'est early, que personne n'est vraiment formé pour travailler dans. Je les défends jusqu'à un certain point. Là, je me dis après un an, quand même, là, ça devient long. Ouais, je suis d'accord. Sinon, je sortirais pas une partie de ma galerie, et pendant très longtemps, j'ai eu une foi vraiment très importante, parce que j'ai pris des gros risques par rapport à mon capital sur le montant que j'ai investi, et le produit pour moi est exceptionnel, et il faut aussi mentionner les choses positives qui sont faites. Là, on a des nouveaux tiers de rewards, et donc potentiellement, si j'ai la chance de regagner une division, je gagnerai peut-être pas une carte à un Ether. On verra l'état des prix à ce moment-là, mais ce sera peut-être une vraie top T0, où là, tu es content d'ouvrir cette carte, et tout ce travail, disons, est récompensé. Donc ça va dans le bon sens. Il y a l'Ether aussi qui va potentiellement rajouter de la liquidité au marché et changer le ROI, en tout cas des gens qui jouent ces divisions-là. Donc finalement, ils ont de l'or entre les mains, et ils ont fait le plus dur, parce que d'obtenir ces licences, d'obtenir des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de joueurs réguliers, c'était vraiment le plus dur. Quand tu imagines qu'au début, ils avaient que la Jupiler qui était chère, j'imagine, c'est quand même impressionnant le chemin qu'ils ont parcouru. Et là, tu te dis qu'ils sont sur l'autoroute pour aller vers leur objectif final, d'avoir des millions d'utilisateurs, d'être le numéro 1 dans l'entertainment sportif digital, et puis de se développer à tout niveau, que ce soit dans le merchandising, que ce soit dans l'aspect collection, de pouvoir offrir des places, des expériences uniques à certains managers. Il y a vraiment encore beaucoup de choses possibles sur le futur. Donc voilà, encore une fois, si on les critique, c'est qu'on souhaite que ça aille mieux, que ça fonctionne. J'ai envie de penser qu'ils vont apprendre au fur et à mesure de leurs erreurs, même s'ils tâtonnent, et que parfois c'est en réaction qu'ils éteignent les feux à droite à gauche. Les salariés se forment, la team grossit, et puis les fondations sont solides. Donc voilà, faut pas être totalement dans le FUD, mais c'est vrai que parfois c'est ralent, et l'incompétence, elle est rageante, parce que ils ont notre destin entre les mains. Nos galeries valent cher, c'est un gros investissement, et on n'a pas envie d'avoir des gens qui sont en charge de ça, qui prennent des décisions relativement critiquables, on va dire. Ouais, c'est bien, tu restes très diplomate. Il faut. Parce qu'en vrai, ça reste un kiff. On peut aussi parler de tout le positif. Bien sûr. Sinon, je serais pas. Sinon, je serais pas revenu. Et pour te reprendre tout là, tu me dis, ouais, mais Jupiler League qui t'est cher. Non, elle m'est pas chère du tout. Moi, je suis un peu comme toi. Football Champagne. Moi, quand je regardais le foot avant Sorare, je regardais quasiment jamais de match, mais
quand je dis quasiment jamais, je crois que pendant 2 ans, j'ai plus vu un match de Jupiler parce que ça piquait les yeux, quoi. Et c'est grâce à Sorare que je m'y suis remis et bien remis. Voilà. C'est le gros avantage avec Sorare, c'est qu'il y aurait pas eu Sorare, j'aurais continué à regarder des gros matchs des 5 plus belles ligues de notre continent. Avec Sorare, évidemment, ça s'est fameusement ouvert et maintenant ça touche même les championnats exotiques en ce qui me concerne. Donc c'est que du bonheur. Cet aspect, il est marrant. Alors on tombe pas toujours sur des grands matchs. Évidemment, ça joue mieux dans les 5 championnats européens, en Ligue des Champions, en Coupe du Monde, etc. C'est ça le vrai beau jeu. Maintenant, moi je trouve ça vraiment marrant de découvrir des nouveaux pays. Je me retrouve à regarder des matchs dans des langues que j'ai jamais entendues, comme le croate, comme le portugais, le russe. Enfin, c'est vraiment toute une expérience. Donc je trouve ça marrant de scouter des nouveaux pays, de découvrir des pépites dans des championnats un peu plus obscurs. Alors, l'Asie, j'ai jamais regardé, mais c'est sûr que la Jupiler, putain, ça pique les yeux, comme tu dis. Tu te régales pas devant ça dépend quand il y a Genk. Saint-Truiden? Non, pas trop, je suis pas trop chaud là. un petit serein au stand, non plus. Par contre, Genk, oui. Genk cette année, c'est gai à voir jouer. Et puis si tu prends aussi la Eredivisie, honnêtement, voir Ajax, Feyenoord, PSV, c'est quand même plaisant aussi à regarder. Ah, c'est super. Pour le coup, je prends beaucoup de plaisir. Là, ça joue bien au foot. Portugal aussi, tu regardes les matchs de Benfica. Même de Porto aussi. Si. Lille, ouais. En même temps, voilà, ce sont des équipes qui dominent leur championnat et puis finalement qui performent bien en Europe aussi, pour le cas de Benfica. Complètement. Ils ont mis à mal le club brugeois. Qui, pareil, mais en même temps, Bruges, là, je crois qu'ils les ont pris au meilleur moment. Bruges, c'était le cataclysme depuis l'arrivée du nouveau coach, là. 12 matchs, 2 victoires. C'est quand même assez impressionnant. Scott Parker, il a pas fait le erreur de casting. Et du coup, ils vont récupérer Alfred Schreuder. Peut-être. Ça serait marrant. Ouais, ça serait marrant. Et en tout cas, ça va mieux jouer. Donc, ceux qui vont se repositionner sur des joueurs de Bruges, ça pourrait être peut-être intéressant. À voir, parce que c'est la fin du championnat aussi. Donc, Enfin bon, on s'éloigne un peu. Alors, Victor, on va attaquer maintenant ton sujet de prédilection, qui est vraiment le scouting. Je te laisse le présenter. Et puis, si j'ai des questions à te poser, je t'interromprai de temps en temps. Ça marche. Du coup, j'ai choisi ce sujet parce que déjà, je suis pas trader. J'ai pas fait beaucoup d'aller-retour dans mes cartes. Enfin, j'en ai fait par rapport à mes stratégies, mais j'ai jamais vraiment cherché à faire des achats court terme, faire des plus-values. Donc, ma seule façon de m'en sortir, c'était via les rewards. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de devenir meilleur parce que pour moi, c'est un vrai skill comme le poker dans la composition des line-up, dans l'optimisation de ton roster, dans quelles cartes tu achètes, quelles cartes tu gardes, quand est-ce que tu les poses, qui tu mets en capitaine, qui est-ce que tu peux stacker. Enfin, il y a vraiment plein d'aspects. Donc déjà, c'est beaucoup d'échanges avec d'autres managers. C'est vraiment de profiter de la connaissance de ceux qui sont là avant moi, qui gagnent beaucoup. Je pense à des Acta, je pense à David, Joe, qui m'ont beaucoup aidé aussi. Donc ça, je les remercie. Et puis ça, je continuerai toujours à le faire. C'est ce que j'ai aussi fait au poker. Et donc ça, c'est vraiment la puissance du réseau, je pense, à tout niveau. Et ça marche aussi à Sorare. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour potentiellement aller chercher une win et une 90 cartes environ. Donc déjà, c'est récent, je pense, sur le fait que je sois vraiment compétitif. On a parlé de toutes mes erreurs, de la champ, de la MLS, etc. Donc je vais pas me jeter des fleurs et je pense que ça fait vraiment que 6 mois que je peux me prétendre pas mauvais en SO5. Et donc, je passe beaucoup de temps à scouter, à comparer les rapports qualité-prix des joueurs, à chercher des differentials. Si le joueur a le moins de cartes possible, tant mieux. S'il n'est pas souvent joué dans la division, c'est parfait. Dans la recherche de big score, donc du coup je vais rarement regarder la moyenne, mais plutôt le delta, de chercher un joueur qui va être capable idéalement d'aller taper des 100, mais plus régulièrement des 75, 80 plus. Donc ça, c'est vraiment le pourcentage qui m'intéresse, parce que l'idée, vu que les prize pools sont très top heavy et qu'on veut faire top 3 ou top 10 pour aller chercher une bonne carte, eh bien, on a besoin de ces très gros scoring, et aussi que les planètes s'alignent pour que ces gros scoring soient en même temps, sinon ça le fait pas. Donc beaucoup de comparaisons des scorings en fonction des prix et potentiellement à chercher des combos. Donc je suis très friand de stack.
pas forcément le full stack, mais plutôt 2-3 joueurs, donc les combos évidents, gardien-défenseur ou milieu offensif, attaquant. Donc ça, c'est quelque chose auquel je prête attention. Aussi la différence de scoring entre home et away, donc à domicile, à l'extérieur. Voire tu as des joueurs qui sont vraiment pas performants à l'extérieur, mais qui à domicile, en revanche, sont plutôt des blue chip. Donc ça va m'aider à... Tu trouves où c'est ce genre d'informations-là, les performances à domicile ou à l'extérieur? Sur Sorare Data, tu peux filtrer entre domicile et extérieur. Ok. Donc ça c'est intéressant, je pense, à regarder. Et puis pas mal d'anticipation justement sur le calendrier, sur le fait que ce calendrier soit vraiment synchronisé. Pendant très longtemps, j'avais du coup que des joueurs européens qui jouaient exactement le même calendrier, donc pas de joueurs de Russie, pas de joueurs d'Autriche, pas de long break d'hiver, etc. pour vraiment pouvoir faire en sorte que ces Game Week elles soient main dans la main au niveau de toute ma galerie. Donc ça a vraiment été ma méthode, je pense, plutôt dans qui acheter, qui garder. Et là, c'est un truc à prendre en compte parce que je vends pas mal de joueurs, donc je vais du coup me focaliser sur les must-have, les mecs que je veux vraiment pas vendre, qui sont vraiment trop performants et que je veux garder, comme Tadic, comme Otamendi, mais aussi des rares comme Otavio, Taremi, Verman, des joueurs comme ça, je pense qui sont vraiment des très belles cartes. Donc ça, c'est ma méthode du coup pour potentiellement aller chercher des gros scores, surtout en All-Star, parce qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs. Donc c'est là où c'est intéressant vraiment d'avoir ces joueurs qui font des gros scoring et en combo, parce que justement quand on veut faire podium en All-Star, on sait qu'il faut faire un très très gros score. Donc voilà comment je vois les choses. Et tu regardes aussi les XP, parce que c'est vrai que les joueurs là, les super blue chips comme des Tadic, tu as qui? Tu as Grimaldo, João Mario, tous ces joueurs là, donc il y en a beaucoup qui les alignent évidemment dans les mêmes catégories, parce que il y a quand même très peu de managers qui alignent ces joueurs-là en challenger. Quand tu prends des joueurs pareils, c'est clairement pour les mettre en All-Star. Est-ce que tu fais aussi attention aux XP? Ouais, beaucoup. Notamment là, le Tadic SR, il y avait une enchère. Je l'ai payé 0.2 de plus pour 4% d'XP en plus, parce que c'était la nouvelle carte et donc j'anticipais le mois d'août où il allait perdre 5%. Et ouais, je fais assez attention à ça. Je fais très bien mes trainings. Bon, aujourd'hui c'est facile, mais avant c'était plus compliqué. J'y passais pas mal de temps et je suis prêt à payer un petit peu plus pour des gros pourcentages, et j'ai beaucoup de joueurs qui ont 10, 12, même 14%. J'ai vu Zimanski que j'ai gardé, qui avait une carte en Russie, donc je fais attention à ça, et ça va aussi jouer dans potentiellement mon envie ou pas de la revendre, parce que quand tu as 14%, c'est mieux qu'une demi-SR, donc c'est vraiment intéressant, et c'est aussi pour ça que les stacks Zenith sont vraiment scandaleux, parce que justement ils n'ont pas été remintés, que la supply est faible et que leur XP est énorme. Ouais, c'est vrai que ça c'est un sacré désavantage ou avantage, ça dépend. Avant j'avais Douglas Santos et Wendell SR. Je m'éclatais bien en mettant ces deux-là en AS Pro. Et avant c'était avant, voilà. Et oui. Maintenant on met Quintero. Voilà, maintenant je vais médiquer des Rioja, des gars, des sous-marins, voilà. Et tu as eu jusqu'à combien de cartes? Parce qu'aujourd'hui, 35, tu m'as dit tu voulais arriver à 15. Est-ce que t'avais énormément de cartes dans le passé ou Non, pas tant que ça. J'ai dû en avoir 50 au plus. J'ai toujours eu cette approche qualité versus quantité, donc plutôt orienté vers des T0, des T1 que je pouvais mettre finalement quasiment peu importe le match-up. Tu vois, Tadic, s'il joue au PSV, c'est pas idéal, mais en réalité, il peut encore faire un gros score. Donc tu as quand même des joueurs comme ça qui sont assez tout-terrain. Et donc j'ai jamais... déjà je jouais peu de divisions au final, je devais peut-être en mettre 4-5 et peut-être 6-7 avec les Capt récemment. Donc les Capt m'ont fait racheter un peu plus de profondeur parce que j'avais très peu de T2, T3 et j'avais aucun mec qui avait des mauvais L15 finalement. Donc j'ai dû un petit peu augmenter ma profondeur à ce moment-là. Mais non, j'ai jamais eu une grosse galerie en termes de nombre. Ça a toujours été orienté vers des semi-goats on va dire, et donc plutôt faible en quantité, et puis là je vais être avec ma plus petite quantité de cartes depuis très longtemps. Depuis le début quoi. Ouais. Et t'as pas un peu peur au monde justement par rapport au match-up? Tu te dis c'est un PSV Ajax, c'est honnêtement, vrai que t'as dit il fait toujours du AA, c'est un des attaquants qui fait le plus de A avec Messi. Mais bon voilà, s'il score pas évidemment c'est pas idéal. Après l'avantage c'est que Benfica, Ajax, quand tu réfléchis, ils ont quand même pas tant de matchs difficiles. Benfica c'est encore plus le cas parce que t'as Porto,
qui est vraiment embêtant. Et après, à moindre mesure, Sporting, Braga. Et le reste, que ce soit le 4e ou le 5e, et sans parler du 16e, c'est très du beurre, faible. quoi, pour eux. Donc, il y a ça. L'Ajax, c'est un peu plus chiant parce que là, le championnat est très serré et t'as quand même le top 5 qui joue vraiment bien, que ce soit la Z, Twente, Feyenoord et PSV, ils sont quand même embêtants. Maintenant, pour un Tadic, je trouve que c'est peut-être une exception. C'est plus embêtant pour le gardien, pour le défenseur ou même un milieu. J'enverrais pas, j'ai pas de milieu de l'Ajax, mais si j'avais Kudus, je l'enverrais peut-être pas à tous les matchs. Donc, c'est pas idéal d'avoir si peu de profondeur. Maintenant, si tu penses que je veux jouer que 2 divisions, je vais avoir 20 cartes, il faut que j'en pose 10. Mes SR vont très peu tourner. Je vais juste finalement alterner. Je vais mettre qui a le meilleur match entre Ajax et Benfica en All-Star Rare Pro avec les SR. Et puis en All-Star Rare, je vais prier pour que par exemple Porto ait un bon match quand c'est pas le cas des 2 autres. Donc je pense que je vais m'en sortir. Et puis quand on veut se désexposer, de toute façon il faut faire des compromis. Et je sais que toutes les Game Week, je serai pas au max de ma compétitivité, mais que on va dire 80-90% de l'année, ça ira. Ça ira. Tu comptes garder Tadic rare maintenant que tu as Tadic SR? Non, je vais pas faire le doublon, je pense. Je l'adore, hein, je le garderai bien, mais ils vont encore... Ouais, mais maintenant que t'as la SR, c'est bon, tu peux lâcher. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai Quintero rare encore. Ah, tu peux. Mais il vaut 6 fois moins cher, donc je me suis dit je vais quand même le garder. Ouais, tu peux. J'ai jamais eu de doublon en réalité, c'est la première fois. J'ai toujours détesté ça, moi. Ouais, moi j'ai toujours détesté ça. Alors je sais qu'il y a des managers qui font ça différemment, dont Ashoka Doza qui fait des perfs monstrueuses. Lui, ça lui arrive de mettre 3-4 fois le même joueur dans plusieurs teams. Donc c'est... pourquoi pas en vrai, la réalité. Et quand il cartonne, ça cartonne. Là, ça cartonne partout. Je pense que ça dépend aussi du nombre de divisions que tu joues. Oui. Ashoka, il en joue vraiment beaucoup, donc pourquoi pas. En vrai, je suis pas contre. Disons que le contre-argument pour pas avoir de doublon, c'est si t'as vraiment le bad beat qui se blesse 4 mois, t'as 2 fois la carte, donc c'est 2 fois plus embêtant. Maintenant, Tadic, j'ai regardé, il fait 76 de moyenne en championnat. Ça me dérange pas de l'avoir dans 2 line-up. Mais non, je pense que tu prends pas trop de risques. Non, ça va. À part s'il se blesse, évidemment. Ouais, s'il se blesse, c'est chiant. Maintenant, j'ai vu une belle stat, c'est que ça fait 4 ans qu'il est à l'Ajax, il a loupé 0 match à cause de blessures. Ouais. C'est costaud. Ouais, tout à fait. Mais non, c'était dans la strat quand je voulais acheter la SR de justement vendre la rare pour me dire bon, je sors pas 3.9, mais je sors plutôt 2.6 et de faire le delta comme ça en me disant je vais vendre aussi une autre SR à la place, soit Rafa Silva, soit Getson qui joue en Turquie, et donc c'est comme ça que je me suis justifié financièrement et mentalement de me dire bon, je sors pas 4 éthers, je sors plutôt 1 ou 1,5 quoi. Ouais. Quels sont les SR que tu comptes garder justement dans cette nouvelle stratégie? Eh bien, je vais en garder soit 3 ou 4 parce que du coup j'en ai besoin que de 2, et Tadic, Otamendi, je les joue quasiment peu importe le match-up, donc je veux juste un peu de profondeur. Je pense garder Guilherme qui joue en Turquie à Konyaspor, qui est un très bon left-back et qui est vraiment sous-coté en termes de prix. Là, il est parti il y a quelques jours à moins de 0,5. Un peu moins de 0,6, ouais. Il est parti aux enchères à 0,6 et une deuxième fois, You Never Walk Alone lui a vendu 0,45. Donc je trouve ça vraiment pas cher, donc ça justifie vraiment le fait qu'il reste dans ma galerie. Et peut-être Rafa Silva, mais en réalité là j'en ai 7 ou 8 et je pense que ça va dépendre des offres que j'ai. Je m'attends pas à les vendre demain, donc si j'ai des bonnes offres, ça modulera un peu mes décisions. Mais tu penses qu'il faut 4 SR pour jouer la All-Star Rare Pro avec mes 2 top SR actuels, ou 3 ça suffit? Ouais, moi je dirais 4 pour quand même avoir un tout petit peu de mou, et surtout si jamais il y a une blessure aussi. Donc écoute, moi j'en ai pris ici dans ma nouvelle stratégie. Là je crois que j'ai terminé en SR, j'ai 10 SR. J'ai 10 SR pour faire 3 équipes. Donc AS Pro, Champ Pro et U23 Pro. Ok. Donc ça correspond plus ou moins à 3-4 pour une seule division. Sachant qu'elles sont pas toutes transvasables. T'as pas forcément un U23 qui peut jouer en champ, le mec en champ peut jouer en All-Star, mais... Non, des U23, j'ai 3 U23
3 U23 j'ai, et puis dont un qui joue en Amérique, donc au cas où, mais ce sont des paris, quoi. Enfin, ça n'a rien à voir avec tes essais. Ma essai la plus chère, c'est Quintero, et puis c'est Rioja à moins de 0,5, et enfin voilà, et j'ai pris un petit pari, j'ai pris Sekou Koita à 0,35. Voilà, je me dis à ce prix-là, je me rappelle l'avoir pris à ce prix-là en rare il y a un an. C'est vrai qu'il joue pas beaucoup, mais il devrait y avoir des mouvements du côté de Salzbourg, avec probablement Součić ou quoi qui lui a quitté, et là il reprendra il prendra son rôle. Donc voilà, j'ai fait un pari, mais c'est un. Non, c'est bien. Mais disons que dans ta situation, t'as besoin de plus de profondeur, parce que déjà t'as les calendriers qui sont pas synchronisés, donc t'auras ton mec en Amérique qui va jouer quand les autres ne jouent pas, et vice versa. C'est un petit peu moins d'ego, donc t'as encore plus besoin de jouer les match-up. Et puis les U23, on connaît, vu ces prix-là, c'est encore des T2, T1, des mecs avec des potentiels et qui sont pas encore performants à toutes les Game Week, donc c'est sûr si tu as intérêt à Mais c'est bien parce que tu sais, quand j'avais tous les gros joueurs, je me disais, oh là, quand je regardais les classements, j'ai purée, le mec il gagne avec des mecs de D2, tu vois. Et je me dis, moi, alors que moi j'ai un roster qui vaut 5 fois plus. Et tu vois, parfois je me dis, mais merde. Je sais, quand on sera sorti la D2 et que les joueurs U23 D2 pourront jouer en U23 en division U23, mais je dis, mais c'est quoi cette arnaque là, c'est pas un championnat là-bas. Et donc là, avec ma nouvelle approche, je me suis dit, ben voilà, je vais appliquer exactement la même stratégie que les autres que je jouais. Je prends plus de GOAT, mais je vais chercher des Mikotatse, des Keboué, des mecs que j'avais jamais vu jouer. Je dis maintenant, voilà, je vais un peu aller aussi les titiller, ceux-là, avec un petit truc. Donc c'est chouette. C'est ça qui est gai, en fait. Tu la joues comme un underdog, finalement. Voilà, c'est ça. Avec, puis on verra bien ce que ça a donné, mais c'était sympa. La dernière Game Week, là, je t'avais dit, j'ai pris une T1, avec des mecs de D2 quasiment tous, parce que j'ai Muric et Bayer qui jouent à Burnley. Ouais. Et, j'ai Wiffer, là, mon petit Wiffer que j'aime beaucoup, qui sort un peu de nulle part. Et j'ai Keboué, et le seul connu, j'avais Jota. Mais Jota, je l'ai viré aujourd'hui. Voilà, je l'ai retiré, Jota. C'était en U23 rare, ça, du coup? Ouais, c'est en U23 rare, ouais, parce que j'avais pas encore d'essai. Donc j'ai terminé 15e, donc j'étais content, quoi. Avec 3. T'as fait mieux que moi, alors que j'avais Timber, Verman, Carlson et Kokshu. Donc ça doit être plaisant. Tu vois. Donc voilà. Donc ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir de changer. Bon, on va revenir quand même au sujet de prédilection. Moi, ce que j'avais remarqué depuis qu'on se connaît, j'ai rarement vu une galerie autant bouger que la tienne. La mienne bougeait pas mal, mais toujours en visant les gouttes. La tienne, donc t'as une approche assez pragmatique, assez froide finalement par rapport aux cartes que tu as. Ouais. T'as aucun attachement émotionnel. Concrètement, si, parce que j'ai beaucoup de joueurs que j'adore. J'ai eu plusieurs chouchous et j'ai eu des cartes dures à vendre par le passé dont je voulais pas me séparer, et c'est sûr que l'aspect affectif a joué. Disons que j'ai réussi à le mettre de côté de plus en plus au fur et à mesure de l'aventure, parce que ça reste un investissement et j'ai pas envie d'avoir une carte qui n'est pas performante juste parce que je l'aime, ou je vais pas justifier le fait qu'elle soit trop chère, que son rapport qualité-prix soit pas bon, ou qu'elle correspond pas aux divisions que je veux jouer, parce que je l'adore, que ce soit humainement ou footballistiquement, ou que j'ai regardé des tonnes d'interviews sur lui et des highlights et compagnie. Donc le fait que ça a beaucoup bougé, c'est que finalement c'est mon apprentissage. C'est que au début j'ai commencé relativement à tâtons, après j'ai découvert d'autres championnats, et puis je me suis rendu compte que le ROI était pas bon, pour finir en D3, et là je pense que j'ai enfin trouvé de la stabilité, un peu comme le Mexique, j'ai trouvé chaussure à mon pied. Donc l'idée c'est de pas bouger. Après il y a aussi parfois des updates et des changements de scoring qui sont arrivés là, qui ont fait que ça modifie des choses, mais disons que j'ai fait beaucoup d'allées et venues, comme on l'a mentionné, dans les différents championnats avant de trouver les divisions optimales, et ça fait que j'ai eu beaucoup de roulements. J'ai eu beaucoup de cartes qui sont sorties. J'ai regardé hier, j'ai dû faire 150 ou 200 ventes, donc c'est vraiment beaucoup en 2 ans, sachant que j'ai jamais eu plus de 40 cartes. Donc il y a eu beaucoup d'allers-retours. Au football champagne, le mercato est à tout moment. Il y a pas la fenêtre n'est pas uniquement en hiver et en été, c'est tous les jours. Donc voilà, après tu sais, les U23, les Tchal, il y a aussi des moments où ils ont des départs chiants, donc ça joue aussi. Mais disons que mon plan a beaucoup évolué, et ça fait que ça justifie beaucoup de mouvements
rapidement. Et puis ça, c'est en fonction des prize pools, de à quel point je suis compétitif dans cette division, du roster que j'ai, et tous ces paramètres ont fait que malheureusement, ou heureusement, peu importe, en tout cas, ça a fait que j'en suis arrivé là, donc tant mieux. Mais ouais, il y a eu beaucoup de mouvements et je pense que c'est relativement important d'être rationnel et de pas justifier. Typiquement, il n'y a pas si longtemps, j'avais Jude Bellingham qui valait 3.5, que je jouais en U23 rare, et j'avais pas un super ROI en U23 rare, malgré que j'avais des très bonnes cartes pour l'accompagner. Et il faut se rendre à l'évidence que il n'est pas optimal, que c'est un gros pourcentage de ma galerie, que je le joue même pas en D3, qu'il est en U23 D4, et que souvent je gagne des cartes à 0.1, 0.2, et que malheureusement pour le rentabiliser, c'est très compliqué. Donc voilà, tous ces constats ont fait qu'il y a eu beaucoup de transferts au football Champagne. Et là, t'as pas... quel est ton... Pas envie de te faire peur, c'est pas du tout l'objectif, mais comment est-ce que tu sens le marché, parce que d'ici quoi, 2 mois, c'est la fin des championnats. Il reste quoi, une douzaine de journées, je pense, dans les différents championnats. Puis il y aura rien. Comment est-ce que tu entrevois? Championnats exotiques. Oui, il y a les championnats. Oui, mais pour toi, il y aura rien. Sauf si tu décides d'acheter des joueurs Asie-América. Non. Comment est-ce que tu pressens c'est une bête question en même temps, parce que personne ne sait, mais comment est-ce que tu pressens je pense qu'on la valeur de tes cartes à la reprise? On a quand même des éléments de réponse sur les patterns ou les courbes des années précédentes. Alors là, typiquement, on a eu un crash du marché dans un moment où habituellement c'est plutôt un pic. Donc c'est pour ça que personne n'a de boule de cristal. Maintenant, mon pari actuel, c'est que le prix des cartes à la fin du championnat ou pendant la pause va être plus faible que maintenant, parce que la perte d'utilité, malheureusement, devrait entraîner pour moi une légère baisse. Ce qui est bien, c'est que je parlais du coup de l'ETH qui sécurise un peu le prix des cartes, donc je pense pas qu'on va reprendre un énorme crash, mais je vois plutôt les choses de façon relativement pessimiste à très court terme. C'est pour ça que je vends maintenant et pas dans quelques mois. Alors je peux me tromper, l'avenir me le dira, mais de toute façon, vu l'état du marché, c'est pas si facile de vendre sans brader, donc on va voir comment ça se fait. Mais du coup, mon avis, c'est que ça va baisser un petit peu dans les prochains mois, potentiellement trouver un bottom soit pile à la fin du championnat, soit un tout petit peu avant, soit un tout petit peu après, et puis remonter au moment de la reprise, donc au mois de juillet, mois d'août. Je vois les choses, une météo plus soleil au niveau des prix. Après, il y a l'arrivée des nouvelles cartes qui rajoutent de la supply, mais il y a l'excitation de la nouvelle saison. J'imagine qu'on aura on board un petit peu plus de managers. J'ose espérer que le marketing sera un petit peu plus développé, que le projet sera plus attractif à plein de niveaux, parce que les décisions seront meilleures et que l'environnement soit plus positif. Donc je pense que ça va remonter, et puis à long terme, j'ose espérer que ça ira potentiellement plus haut qu'à la reprise, et c'est pour ça que je sors pas totalement. Ouais, c'est très clair. Et tu comptes suivre évidemment le mercato de tes joueurs et de t'adapter en fonction des différents transferts. Par exemple, je pense à... Tu as Grimaldo, je pense. Non, justement, j'attends qu'il prolonge pour le prendre. C'est un des seuls achats que j'ai. C'est point d'interrogation pour le moment. Ouais, je sais pas s'il restera, franchement, parce qu'il est tellement fort. Mais bon. Je pense que oui. Je pensais que non pendant un petit moment, mais ça. Plutôt optimiste. Les clubs qui toquent à la porte sont pas exceptionnels, et en vrai, Benfica, c'est la belle vie. La ville est belle. Ils crushent tout le championnat. Ils peuvent gagner le titre chaque année et la coupe. Ils sont même compétitifs en Ligue des Champions. Le salaire est décent. L'équipe tourne super bien. Je pense qu'il y a des chances qu'il reste. Je prie surtout pour qu'Otamendi re-signe aussi. Je sais qu'ils sont en discussion. Là, ils ont re-signé Odysseas et ils ont prévu de prolonger Otamendi, Grimaldo et Rafa. Donc s'il prolonge Grimaldo, je saute dessus, parce qu'il est vraiment trop fort dans la vraie vie et à Sorare, et il va parfait avec mon stack. Donc ça, c'est le plan. Et oui, historiquement, le mercato, pour moi, c'est très dur, parce qu'avec des joueurs de Tchal et des U23, c'est la panique un jour sur 3. Donc je savais que j'étais très exposé. On va faire attention à Cockchu. Il sera vendu d'ici là, Cockchu. En fait, je vais justement virer les profils un peu à risque, comme Timber, comme Cockchu. Je sais plus qui j'ai en non U23 qui est à risque, mais j'ai un petit peu peur pour Otavio Taremi. Je sais pas ce que ça va donner, mais je pense qu'il y a un risque qu'il s'en aille. Et disons que je garde des joueurs qui sont assez safe, soit par leur âge, comme des Tadic, des Berghuis, que je vois pas trop bouger. Je touche du bois, mais du coup, même un Verman, je crois que tu peux être tranquille aussi avec.
Ouais, Verdman, je le vois bien faire une saison de plus. Donc l'idée, c'est de prendre des profils les plus safe possibles. Et puis, j'espère que je vais gagner un petit peu de reward d'ici la fin de saison pour me laisser un petit matelas pour pouvoir m'adapter si j'ai vraiment un départ chiant. Je sais pas, j'ai Otavio qui part aux Wolves, je garde pas la carte et je le remplace. Donc ça, c'est le plan. Et ouais, historiquement, c'était vraiment très compliqué avec ma galerie. Donc je devais être très réactif. Je suivais le mercato vraiment de façon assidue. Je devais essayer d'estimer la probabilité de départ, que ce soit positif ou négatif, de chacun de mes joueurs. J'ai sauté sur quelques occasions avant que ça signe, comme des Darwin Nunez à l'époque, qui c'est le gardien de Geronimo Rulli. Je l'ai acheté quelques jours avant qu'il signe. Enfin, disons que les rumeurs, je fais beaucoup attention. Et puis dans l'autre sens, quand j'ai des destinations très chiantes, je panique trade le mieux possible avant que ça se sache. Donc, typiquement, j'avais Orsic qui cassait tout en Croatie, que j'avais en SR et qui est parti à Southampton, qui est au fond du fond de la première ligue. Il est même pas titulaire et j'ai réussi à faire un bon trade, pas loin de sa value. Et aujourd'hui, il vaut vraiment plus rien. Donc des exemples comme ça où je m'en suis bien tiré. Mais bon, c'est les joies de la vie de manager. Voilà, c'est ça. Surtout quand on est dans les championnats Challenger et même maintenant Asia, parce que les gros joueurs asiatiques, ils viennent de plus en plus en Europe. Donc c'est aussi, il faut faire attention. Absolument. Super, Victor. On arrive à la dernière partie, qui est le questionnaire rapide pour l'invité. Alors, je voulais te demander ton joueur préféré dans la vie réelle sur Sorare, la raison pour laquelle et accessoirement si tu as ce joueur-là. Ouais, j'ai. Alors, mon joueur préféré dans la vie réelle, et c'était aussi lié à Sorare pendant pas mal de temps, c'est Jude Bellingham, le joueur anglais qui joue à Dortmund, qui va sûrement partir cet été. Déjà, j'ai toujours aimé les jeunes, les Wonder Kids, je le disais par rapport à Football Manager. Donc, de trouver les joueurs avec du potentiel qui peuvent s'affirmer et devenir potentiellement les meilleurs joueurs du monde, c'est toujours plaisant. Et lui, je miserais encore beaucoup sur le fait qu'il sera dans le top 5 pendant les 10 prochaines années, parce qu'il a tout, il est très complet, il peut jouer à plusieurs postes, il a un peu transformé le poste de 8 parce qu'il peut descendre, tout comme monter et jouer 10. Et il est super fort dans les duels, dans les tacles, défensivement, il peut vraiment faire la différence. Et puis surtout, c'est son intelligence, donc c'est vraiment le QI football, la vision, la maturité pour son âge, que je trouve vraiment impressionnante. Il voit très bien le jeu entre les lignes, etc. Et ça, c'est assez rare pour être noté à cet âge-là. Et donc, pour moi, c'est vraiment un mec que j'admire. Et puis aussi, il y a le mindset, parce que je connais pas mal du coup le joueur. J'ai regardé beaucoup de documentaires. Il vient d'une famille de pros. Son père était joueur de foot professionnel. Et il a son petit frère aussi qui prend la suite, qui joue à Birmingham. Et donc, honnêtement, il a un mindset vraiment exceptionnel et ça se voit sur le terrain. Il se bat pour tous les ballons jusqu'à la 90e, il a la hargne, tu sens qu'il a vraiment une mentalité de vainqueur et ça me plaît beaucoup. Donc Jude. Et tu l'avais avant? Ouais, je l'ai eu pendant un bon moment et j'avais fait plutôt une bonne opération sur lui parce que je l'avais acheté avant qu'il soit vraiment très fort à Sorare, et il était déjà titulaire, mais il n'était pas titulaire avec l'Angleterre et dans l'année où je l'ai eu, il s'est vraiment transformé en scoring et dans la vraie vie, et je crois que c'est un des joueurs sur lesquels j'ai réussi à faire une plus-value, où je l'ai bien vendu avant que la première ligue arrive, donc je m'en suis bien sorti. Et lui, j'étais très triste de le vendre parce que l'affect était puissant. Il y avait quand même un affect là, ouais. Ah ouais, clairement. Gros affect. Donc, meilleur joueur dans la vie réelle, et sur Sorare, c'est lui aussi ou c'est... Non, c'est Dusan, le prince serbe. C'est pas Dario Tadic, quoi. Non, j'avais fait une bonne blague sur Soadic, j'avais gagné Dario Tadic, je sais plus ce que j'avais dit, mais non, Dario Tadic est un peu moins fort, le cousin, il a pas le niveau. Donc non, c'est Dusan, on connaît tous la violence de la carte, et puis dans la vraie vie, c'est sympa à regarder aussi. Il a tout, il est dans tous les bons coups, techniquement c'est le régal, et puis la vision du jeu, les assists toujours plus crémeux, c'est vraiment un régal à voir jouer, donc j'espère qu'il va jouer encore longtemps. Moi je pense aussi. Et le fait qu'il soit pas blessé, je trouve qu'il a vraiment un jeu pour éviter les blessures. C'est vrai. Il flotte sur un terrain et il va au contact, mais pas trop. C'est un joueur très très intelligent, mais très très intelligent, et je trouve vraiment ça m'étonne pas finalement qu'ils sont en si bonne forme. Mais bon, je vais pas en dire plus, pas envie de porter la poisse, mais bon voilà, super beau joueur. Ton plus beau résultat? Bon, je présume que c'est ta seule et unique victoire. Ouais, le seul trophée première place, il y en a pas eu plus qu'un. C'était il y a quelques mois, fin décembre, j'ai eu la chance de gagner la All-Star rare.
avec un beau score de 500 points. J'ai essayé de regarder historiquement, c'est dommage qu'on n'ait pas, tu sais, les sortes de palmarès de savoir qui a fait le meilleur score, des genres de statistiques. Moi, je sais que je suis un peu geek comme ça et je me demandais si ça avait déjà été fait. J'imagine que oui, mais j'avais vraiment tout cassé. Et ça, tu peux voir sur Sorarbase. Ouais. Si tu te connectes avec ton compte sur Sorarbase, tu peux voir les différents classements, ton équipe qui a gagné le plus de points, et puis te comparer aussi à toutes les teams depuis le début. Ah ouais, donc ça pourrait me dire, par exemple, avec 500 points, c'est le 15e meilleur score. Tout à fait. Ouais. Ah ok, je savais pas. Bon bah c'est bien, j'en apprends tous les jours. Et ouais, j'avais une belle équipe, j'ai vu tous les matchs, j'ai vibré vraiment jusqu'au bout. C'était vraiment des belles sensations, et pour le coup, c'est ça qui montre la puissance de ce jeu. Quand tu regardes les équipes et que tu vis le truc à fond comme ça, c'est vraiment sympa. Ça va au-delà de l'argent, au-delà du reward. C'est vraiment des belles émotions, un peu comme le poker. Donc ouais, c'était cool. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je te souhaite. Ton plus gros coup de poisse? Alors, j'ai 2 petites anecdotes marrantes. Il y a quelques semaines, ça va te parler parce que tu l'as, je t'avais dit de l'acheter en plus parce qu'il revenait de blessure, c'est Arijanet Muric, le gardien de Burnley, qui est excellent, que j'avais déjà en Turquie l'année dernière, qui est très fort au pied, qui est international Kosovo et qui correspond bien au jeu de Vincent Kompany, enfin, vraiment un top goal. En plus, ils crushent, ils sont premiers, ils ont tout le temps le ballon, ils concèdent peu d'occasions. Et il y a quelques semaines, il était incertain, il était malade ou il avait un petit pépin, mais assez chiant pour qu'il soit dur à aligner parce que Kompany disait pas grand chose sur son état, sur le fait qu'il allait jouer ou pas. Et j'avais une super U23 avec lui. J'hésitais à le poser et puis je me suis dit que ce serait trop risqué, donc j'ai splitté mes U23 dans d'autres divisions au cas où il soit absent. J'estimais la probabilité d'absence à quelque chose comme 30%, donc c'était quand même assez haut. Et donc j'ai pas aligné ma U23 et j'aime pas trop être résultat oriented comme on dit au poker et de regarder le résultat, mais là j'étais vraiment à 2 doigts de l'aligner. Je me suis dit peut-être que ça vaut le coup parce qu'elle est vraiment belle et tant pis, je peux quand même aligner d'autres joueurs sympas dans les autres divisions, donc c'était une vraie considération à mettre la U23 ou pas, et j'étais à 55-45 de pas la faire. Donc, je l'ai pas faite et malheureusement c'était la team gagnante qui faisait je sais plus 470 points, 480 points. Ils ont tous performé de malade. Verman a fait 100, Timber a mis un but, il a fait 100, Muric a fait clean sheet et quelques arrêts, donc c'était un peu dommage parce que c'était une de mes dernières compétitions U23 parce que j'avais prévu de les vendre là dans les prochaines semaines. C'était un peu mon jubilé et donc je pense qu'émotionnellement ça m'a marqué parce que justement c'était une des dernières et que j'adore la U23 et que ça me faisait un peu mal au cœur de plus la jouer, donc voilà, dommage de pas aller chercher le deuxième trophée et le beau reward qui va avec, mais c'est... T'as pas regardé quand même ce qu'il avait gagné, non? Non, jusque là. Non, moi je fais pas ça non plus. Non, je suis pas sadique. Bon, exactement. Un peu résultat oriented, mais bon, quand t'es si proche de la lignée et que c'est vraiment une considération qui tient à rien, qui dit bon allez, je les split, tu sais, ce genre de décision que tu dois prendre, ça fait mal au cœur de voir le résultat, mais bon, d'habitude j'essaie de me concentrer sur les décisions et peu importe, j'aurais pu mettre lui à sa place et faire tant, sinon on s'en sort pas, mais ça du coup c'était assez marrant, c'était assez récent en plus. Et deuxième coup de poisse, je parlais des panic trades pendant le mercato, donc du coup d'essayer de sortir d'une carte qui va devenir beaucoup moins bien le plus vite possible. Il y avait une grosse rumeur sur le gardien de Trabzonspor que j'aimais bien, qui s'appelle Uğurcan Şakir, le gardien de l'équipe turque, qui était très fort l'année dernière. Trabzonspor était premier et ça déroulait. Et puis il avait en quelque sorte un bon de sortie depuis un moment pour aller dans un meilleur championnat, meilleur salaire, et puis là ça parlait avec insistance de Première Ligue. Il me semble que c'était Fulham et ils étaient vraiment très proches d'un accord. J'avais l'info qu'ils avaient fait une offre de 20 millions, j'étais persuadé que Trabz allait accepter, que lui il avait mérité de partir, etc., que c'était le step up, donc je me suis dit il faut absolument sortir de cette carte. Ils vont prendre full but en Première Ligue. Fulham était promu il me semble, donc c'était vraiment pas le bon spot, et donc je les trade contre une super rare d'un mec qui jouait en Turquie, un Serbe, et qui était pas mauvais, et puis je fais le trade et quelques jours plus tard cette SR part en Serbie, retour à la maison, pas couvert, donc carte totalement morte, et puis Uğurcan Şakir est actuellement toujours dans les cages de Trabzonspor.
Ouais, bah écoute, ça fait partie malheureusement des mauvaises expériences comme manager. Ça fait partie du jeu. Ouais, bien sûr, bien sûr. On peut pas être gagnant à chaque fois, mais c'est vrai que là, ça fait mal, quoi. Non seulement le gardien, il reste, mais en plus, l'ASR que t'as, il se casse. Ouais, et il est pas couvert. Ouais. Double effet qui se coule, mais tout à fait. J'en rigole. La double clim. C'est de la variance. Il faut, comme au poker, se focaliser sur les décisions que tu prends. C'était la bonne décision de monter. Après, je contrôle pas où va l'ASR, si le gardien reste ou pas. C'est des éléments que tu peux pas anticiper. Tu prends vraiment la meilleure décision possible et puis après le reste, les dés sont jetés. Alors ton joueur à suivre? Alors, je vais rester dans la Croatie. J'ai un joueur que j'aime beaucoup, que je trouve assez sous-coté financièrement, qui est vraiment un des GOAT de Tchal, qui s'appelle Marko Livara, qui est le capitaine et numéro 10 du club qui est deuxième au classement, qui s'appelle Hajduk Split. Et c'est la légende du club. Ça fait quelques années qu'il est là et il est adoré par les supporters. Il tire les pénaux, les coups francs. C'est vraiment le key player de l'équipe. Et il fait du coup des très bons scores. Je crois qu'il a environ un décisif par match en moyenne sur les 70 derniers matchs à regarder. C'est le meilleur buteur de la ligue. Et il coûte 0,3 en rare. Donc je trouve ça vraiment pas cher. Il fait du AA. Il arrive à aller chercher les 80-90. Il y a des chances qu'il ait du temps de jeu avec l'équipe nationale et il n'est pas encore trop vieux. Je crois qu'il a 29-30 ans. Je pense qu'il y a des chances qu'il reste encore à Split quelques années et j'en ai parlé à David que je l'ai forcé à l'acheter là il y a quelques jours. Donc, et là son prix pour la petite histoire. Pour la petite histoire, je suis en train de regarder. Effectivement, la moyenne des 3 derniers jours, c'est un peu 0,295, donc un peu moins de 0,3. Mais là, le prix le plus bas sur le second marché, c'est 0,465. Okay. Il y a un sacré gap, quoi. C'est 50% en plus. Ouais, après, tu sais, les floors, ça veut pas dire grand-chose. Si t'envoies 0,3 au mec, peut-être qu'il accepte. Mais en tout cas, à sa place, je vendrais pas à 0,3 et je trouve que c'est un bon buy. C'est pas un conseil financier, mais c'est un bon joueur, en tout cas pour un championnat faible. Je pense pas qu'il aurait sa place dans un très grand championnat, mais pour la Croatie, c'est très bien. En plus, ils ont que 10 équipes dans le championnat et du coup, ça fait qu'ils jouent les derniers du classement peut-être 4 fois par an au lieu de 2. Ils ont quand même 38 matchs, donc ça, je trouve ça vraiment bien. Et puis, le niveau, à part le Dynamo, je crois pas qu'il y ait vraiment de club correct. Donc voilà, je conseille un petit Marko Livara. Très bien, noté. Et puis alors, toute dernière question. Donc là, on arrive à la fin de notre échange, Victor. T'en as un peu parlé tout à l'heure, mais voilà, t'as Nicolas Julia en face de toi ou derrière le micro. Imagine-le à ma place. Qu'est-ce que t'auras envie de lui dire? Ah, Nico, il faut qu'on parle. Je l'ai pas mal mentionné, donc je vais repasser dessus rapidement, mais disons que il y a des décisions qui devraient pour moi être mieux prises et j'espère que ce sera le cas dans les prochains mois et prochaines années parce que le projet est vraiment trop beau et que ça mérite vraiment de pas bâcler les choses et de vraiment respecter l'investissement des managers, la foi, la confiance et de vraiment faire un truc qui plaise à tout le monde. Je crois que c'est possible. Donc c'est de s'entourer de gens compétents qui comprennent le jeu, qui sont des anciens managers, qui ont cet état d'esprit fantasy et investissement et qui comprennent vraiment tous les éléments importants pour que les managers restent et que d'autres nous suivent. Donc ça, c'est vraiment un des points clés. Après, on en a parlé aussi, c'est de satisfaire les whales, de vraiment faire de ce projet un investissement attractif pour des gros budgets, mais aussi de faire en sorte de garder les whales existantes qui demandent que ça aussi, de rester, de potentiellement continuer à investir, de ne pas sortir de reward, de ne pas retirer, de faire vivre cet écosystème le mieux possible. Donc de réussir à potentiellement augmenter les paliers, d'offrir de meilleurs rewards en D2, de valoriser les compétitions uniques qui devraient être celles qu'on regarde avec des yeux pleins d'étoiles quand on joue plus bas. Donc ça, c'est hyper important. Et puis après, c'est des choses un petit peu moins importantes comme le design. On voit des gens dans la communauté qui ont des skills qui pourraient être mis en valeur. Tout à l'heure, ouais. Comme Sven, je le connais pas, mais honnêtement, je trouve ça magnifique ce qu'il fait. Donc pourquoi pas utiliser ça plutôt que de faire des bannières rapides ou des animations de reward qui pourraient être mieux. Enfin, il y a vraiment plein de potentiel. Et puis un dernier truc dont on n'a pas parlé, c'est de mieux utiliser les ambassadeurs. On sait aujourd'hui que Messi... Les vrais ambassadeurs, tu parles des joueurs. Ouais, des joueurs ambassadeurs, pardon. Donc des icônes de ce sport qui
qui sont en partenariat avec Sora. Alors ça peut être de plusieurs façons. Je sais que Kylian avait mis une story quand il y avait sa carte unique ou quelque chose comme ça. Donc ce genre d'opération marketing où ils ont tellement de followers que ça toucherait énormément de gens. Et puis ils ont un partenariat, donc potentiellement il faut que ça serve à quelque chose. Et puis on pourrait parler aussi des ambassadeurs au deuxième niveau, comme les streamers, comme les influenceurs. Eux sont un petit peu mieux mis en valeur parce qu'ils sont invités au match, etc. Je vois de plus en plus de John Nellis qui va à New York regarder un match du basket, ou de Queenie qui va avoir un match du Celtic payé par Sora. Donc pourquoi pas, ils le méritent, ils font du contenu. Maintenant, je sais que typiquement Media Sora n'a pas été hyper soutenu par Sora et vous faites un super boulot, donc il y a plein d'aventures comme la vôtre qui méritent d'être encore plus mises en valeur et qui sont importantes pour la communauté, pour la boîte, et Sora a tout intérêt à travailler main dans la main avec ces personnes-là. Je pense qu'au niveau stratégie, je te suis, tout à fait. Au niveau stratégie, ils se sont dit on doit absolument se focaliser plus sur la sur la population dont la langue est la plus parlée au monde, enfin une des langues les plus parlées au monde, l'anglais, et ils disent peut-être que le marché là français, parce que aujourd'hui c'est toujours la communauté la plus présente, la plus nombreuse sur Sora, c'est quand même la communauté francophone. Ils se disent que là on doit absolument se focaliser sur le marché mondial, et que pour ça il y a l'anglais qui est différent, mais enfin l'anglais évidemment qui est super important, l'espagnol aussi, parce que l'espagnol c'est quand même super important. Tu vis au Mexique, toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud sont des pays pour la grande majorité qui respirent le foot, où le foot est quasiment une religion. Donc je trouve aussi que c'est une langue qui est super importante pour le développement futur, c'est l'espagnol, quoi. Et puis après on verra avec le chinois, etc. si un jour ils ont la ligue chinoise, parce que là aussi c'est quand même un marché qui attire de plus en plus les marchés asiatiques, des gros joueurs qui ont une trésorerie débordante. Absolument, je te suis totalement, et j'espère que l'Asie et tout ce qui est Amérique du Sud, ça va continuer à se développer, et qu'on va se retrouver avec de plus en plus de managers internationaux, et puis c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir ce mix des cultures et cette communauté internationale. On l'a pas mal mentionné, cet avantage de se faire des amis via Sora, de parler de foot avec des gens que tu connais ni d'Ève ni d'Adam. Moi je trouve ça vraiment chouette, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on parle ensemble, c'est grâce à ce jeu, et j'ai vraiment des contacts réguliers avec des gens que je considère comme des amis maintenant grâce à ce jeu. Donc c'est tout bonus si ça peut continuer à se développer. Et puis aussi dans la vraie vie, tu vois des Sora meetups de gens qui voyagent pour aller rencontrer d'autres managers, se faire des matchs ensemble. Des fives, des choses comme ça, c'est génial. Bien sûr. Et c'est ça, ils ont réussi à faire ça, et là il faut qu'ils continuent, il faut qu'ils redressent la barre. Vraiment, je crois qu'il faut. Ça va le faire. Il faut dire les termes, il faut qu'ils redressent la barre, et qu'ils anticipent surtout, et qu'au niveau de la communication, il y ait beaucoup moins. Après ça peut toujours arriver, mais là je trouve que la cadence des couacs, des boulettes là, elle était quand même assez soutenue, et ça s'est suivi, et là tu vois, quand tu es dans la réaction et pas dans l'anticipation, malheureusement tu perds du crédit. Donc on espère ensemble très fort avec toute la commune que à la reprise des championnats euro, ça sera Picobello. Allez, Picobello. Allez Nico, Picobello on a dit. Exactement. Victor, on arrive à la fin. C'était, écoute, il y a une bonne heure et demie qui est passée là, très très vite. Je te remercie pour cet échange fructueux que j'ai beaucoup apprécié. Écoute, je te souhaite beaucoup de succès, et quand même quelques victoires avec ton duo mortel Otamendi, Tadic, Chesser en Ice Pro. Team retraité, Team EHPAD. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai passé un super moment, et puis je te souhaite tout le meilleur dans la vie comme à Sora, et puis on se parle à l'occasion. Très bientôt. Je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Belle journée à toi. Mehdi. Salut. Ciao. Encore merci à Victor et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, on vous remercie de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast. Ça nous fait toujours très plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorar.com. Mediasorar, le premier podcast francophone dédié à Sorar.